Ce que vous avez sous les yeux est caractéristique d'un des aspects essentiels de l'esthétique du pop art. L'image, est-ce qu'on peut parler d'un tableau? Je ne suis pas sûr, mais l'image que vous avez devant vous a été réalisée par un artiste maintenant mûr, pour ne pas dire âgé, mais qui fut un des enfants terribles du pop art, James Rosenquist, qui était un ami intime de Andy Warhol et qui, pour dénoncer en quelque sorte l'omniprésence de l'image dans nos sociétés, s'est mis à créer des images à partir d'images préexistantes qu'il découpe, trafique et recompose pour leur faire dire probablement autre chose que ce qu'elles étaient destinées à dire au départ, souvent d'ailleurs avec beaucoup de talent et d'à-propos. Et vous le voyez, l'occasion de l'élection de Barack Obama, le premier président noir des États-Unis, même si, encore une fois, ce qu'il y a d'américain chez lui est blanc, et même si l'aspect noir vient véritablement de l'Afrique occidentale, de l'ancienne Afrique occidentale anglaise, néanmoins que cette élection ait été possible, apparaissait à Rosenquist comme le résultat d'une série d'étapes. Et en empruntant des images contemporaines de ces étapes et en les retravaillant, il a pu suggérer, à partir du fond de l'image à gauche, la présence de cette femme, Rosa Parks, vous savez, qui est à l'origine, évidemment, du mouvement des droits civiques par le refus qu'elle a fait de céder le siège sur lequel elle s'était affalée, épuisée par sa journée de travail dans un bus à Montgomery dans l'Alabama, mais il se trouvait que le siège qu'elle avait choisi, parce qu'il n'y en avait pas d'autre de libre, était situé dans la section blanche seulement du bus. Et puis ensuite, évidemment, ce qu'on appelle les marchers, ceux qui ont parcouru à pied le sud des États-Unis à la fin des années 50 et au début des années 60, l'été, les marcheurs de la liberté, souvent des étudiants noirs, mais beaucoup d'étudiants blancs appartenant aux très grandes universités américaines de the Ivy League, qui défilaient donc l'été dans les villes ségrégationnistes du Sud pour réclamer la fin, bien sûr, de la ségrégation raciale. Et puis ensuite, vous le voyez, le portrait évidemment de Martin Luther King, et puis finalement celui de Barack Obama. Donc cette idée, si vous voulez, que l'arrivée d'Obama au pouvoir est le résultat d'un lent processus qu'on peut identifier dans certaines de ces étapes de manière très claire. Alors évidemment, vous le savez, ces 7 conférences portent plutôt sur le long 19e siècle américain, et donc il est évident qu'aucun des éléments dont nous allons parler aujourd'hui ne se trouve dans cette image. Mais peut-être que finalement, tout ce que nous voyons ici a commencé beaucoup plus tôt. Alors le personnage dont je vais parler, comme toujours, pas de manière aussi centrale que si la conférence lui était totalement consacrée, mais vous le savez, j'utilise un certain nombre de personnages, de présences, comme des prétextes à une sorte d'ouverture plus générale sur les problématiques de l'époque. Ce personnage, au nom un peu étrange, puisqu'il s'appelait William Edward Burghardt Du Bois. Et Du Bois, c'est tout simplement Dubois, puisque son arrière-grand-père maternel est un Français qui s'est installé aux États-Unis dans la région de Poughkeepsie, qui fait partie de l'État de New York et qui est situé pas très loin de la vallée de l'Hudson. Du côté de sa mère, c'était un peu différent, nous y reviendrons tout à l'heure. Les dates sont évidemment assez importantes. 1868, la naissance, 1963, le décès, c'est-à-dire à l'âge de 95 ans. Ce décès correspond avec la montée en force du mouvement des droits civiques. Du Bois mourra avant que le président Johnson ne fasse entériner par le Congrès sa loi sur les droits civiques, loi que Johnson a absolument voulu faire passer après la mort de Kennedy. Et en fait, à ce moment-là, complètement désenchanté par l'Amérique, Du Bois n'habitait plus aux États-Unis, il habitait au Ghana, où il avait été reçu et absolument accueilli et où on l'avait installé
Nkrumah en particulier, qu'il avait lu quand il était jeune et qui avait tiré des écrits de Du Bois le cœur de sa doctrine, effectivement, anticolonialiste. Donc, Du Bois, c'est quelqu'un dont on en reparlera tout à l'heure, et nous n'irons pas jusque-là, parce que ce serait beaucoup trop long, mais il y a dans la décision finale de Du Bois de quitter les États-Unis et de ne plus y habiter, quelque chose auquel il a très 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 longtemps résisté, parce que pour lui, effectivement, il aurait voulu pouvoir rester en Amérique, mais à un moment, et nous en reparlerons brièvement tout à l'heure, les choses sont devenues tellement difficiles qu'il a consenti à partir et à ne plus revenir effectivement sur le sol américain. Je ne sais plus si j'ai évoqué ça, mais je crois que je l'ai évoqué, bien sûr, puisque nous avons eu la conférence sur Roger Sherman et la Constitution des États-Unis. Vous le savez, quand Roger Sherman a suggéré que le débat apparemment insoluble entre les grands États qui, contribuant plus à la richesse collective, voulaient avoir une part plus grande à la décision sur l'utilisation de cette contribution, et au contraire, les petits États qui disaient que, en fait, bien sûr, quantitativement, il y avait peut-être des différences, mais qualitativement, petits États et grands États nés de l'indépendance abandonnaient le même type de droit régalien ou une partie de leur droit régalien en faveur de l'État fédéral. Et donc, ces petits États pensaient que tous les États devaient avoir le même poids dans les décisions législatives et exécutives de l'État fédéral, alors qu'au contraire, les grands États aspiraient à une proportionnalité de la représentation décisionnelle. Et vous savez, l'idée à la fois très simple, mais souvent les idées géniales, a posteriori, apparaissent d'une extraordinaire simplicité. L'idée géniale de Roger Sherman, probablement pas tout seul, aidé par son ami Oliver Ellsworth, qui sera assez rapidement, effectivement, le deuxième ou troisième, on ne va pas s'attarder là-dessus maintenant, deuxième ou troisième président de la Cour suprême des États-Unis. Roger Sherman a suggéré cette législature bicamérale, cette législature à deux chambres, dans laquelle chacune des chambres représenterait l'un de ces deux principes parfaitement justifiables et justifiés, qui était que une fédération ne peut se créer qu'à partir d'éléments indépendants et égaux en droit et en devoir, et que, aussi, principe assez normal, ceux qui contribuent le plus à une richesse commune ont peut-être effectivement légitimement plus le droit de dire comment cette richesse commune doit être utilisée. Ce qui a débouché sur le Congrès tel que nous le connaissons actuellement, le Sénat, dans lequel chaque État, même le plus petit de tous les États, Little Rhodey et l'État du Rhode Island, est représenté par 2 sénateurs, et au contraire, bien sûr, la Chambre des représentants, où la représentation de chaque État est proportionnelle à sa population. Et c'est là, je crois que je l'ai déjà indiqué, où, passez-moi cette expression un peu stupide, mais les Athéniens s'atteignirent. C'est-à-dire que la question, c'était comment allait-on évaluer la population des États du Sud? Parce que si on évaluait la population des États du Sud en comptant les esclaves, on ne comprenait pas très bien comment ces gens qui étaient les égaux des Blancs pour la démographie pouvaient par ailleurs être réduits à un statut de citoyen, même pas de seconde classe, mais de pas de classe du tout, dans la vie politique, effectivement, de ces États. Et si par hasard on commençait à les compter, alors évidemment, il fallait admettre qu'ils étaient des citoyens comme les autres, et si on ne les comptait pas, ça mettait la représentativité des États du Sud par rapport aux États du Nord dans une fragilité totale. D'où ce que vous avez ici, ce qu'on appelle la représentation du ratio fédéral, le Federal Ratio, qu'on appelle aussi la règle des 3/5. À gauche, vous avez en grisé la représentation des États du Nord, à droite, en bleu, la représentation des États du Sud, si on ne tient pas compte de la population
des esclaves. Alors vous voyez que là, l'écart est énorme, puisque les États du Nord représentent 59,4, c'est-à-dire en gros 60% de la population, et donc vont représenter 60% du pouvoir à l'intérieur de la Chambre des représentants, et les États du Sud représentent 40,6, mettons 41 maximum. Il faudra faire ça dépend de la grandeur des tiers, comme disait l'autre. Bien, voilà. Et à ce moment-là, vous voyez bien que les États du Sud ne pourront jamais prétendre à eux tout seuls avoir une majorité à la Chambre des représentants. Donc, si par hasard, le fameux sectionnalisme sur lequel Washington avait attiré l'attention du peuple des États-Unis quand il avait quitté le pouvoir en 1896, Washington avait dit « Méfiez-vous, notre taille nous rend vulnérables au développement de sections. Le nord contre le sud contre le nord, l'est contre l'ouest, l'ouest contre l'est. C'est ce qu'on appelle la visée sectionnaliste des États-Unis. C'est très important pour comprendre les États-Unis. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle visée sectionnaliste qui est tout aussi importante, qui est les côtes, qui représentent en gros la pensée libérale, et puis le centre, qui représente la pensée conservatrice aux États-Unis. Ça, c'est très clair. Le centre, très orienté vers le sud, bien sûr. Voilà. Et du coup, on a adopté cette méthode assez terrible des 3/5e, c'est-à-dire que quand il y avait 3 hommes blancs, 5 esclaves correspondaient à 3 hommes blancs dans le décompte de la population. Donc c'était de fait reconnaître que les esclaves n'avaient pas le même statut que les hommes blancs dans la représentation. Et vous voyez qu'une fois adopté ce ratio fédéral ou cette règle des 3/5e, les choses étaient beaucoup plus équilibrées. C'est-à-dire qu'on arrivait à une représentation de la population du Nord qui était à la hauteur de 53,8 et on arrivait à une représentation de la population du Sud qui était à 46,2. Cela dit, cela inscrivait dans la Constitution l'inégalité de fait d'un certain nombre de membres de la population des États-Unis. C'est-à-dire que la Constitution se trouvait de fait en contradiction avec la Déclaration d'indépendance. Là où la Déclaration d'indépendance avait posé comme principe la liberté et l'égalité de tous les citoyens de ce qui allait devenir les États-Unis, en fait, la Constitution, en introduisant et en acceptant le ratio fédéral, le principe des 3/5e, allait contre la Déclaration d'indépendance. Et je vous l'ai déjà dit, je crois, quand Lincoln a été invité à venir inaugurer le cimetière national de la bataille de Gettysburg, qui est le point tournant de la guerre de sécession sur le front nord, dans son tout petit Gettysburg Address, les gens n'ont pas compris, quand il s'est rassis, qu'il avait déjà prononcé son discours. Il faut dire qu'il venait d'entendre le discours d'un ancien président de Harvard, John Everett, qui avait parlé pendant 1 heure, qui, à la fin de son discours, s'est tourné vers Lincoln et lui a dit « Monsieur le Président, c'est à vous ». Lincoln s'est levé, il a prononcé ce qu'on appelle le Gettysburg Address, et il s'est rassis. Et tout le monde s'est dit « C'est curieux, il se rassoit sans avoir parlé ». Alors qu'en fait, c'était dit. Et vous savez, la Gettysburg Address, c'est ce qui se termine par « And the government of the people, by the people, for the people, will not perish from the surface of the earth ». Bon, voilà, c'est une déclaration fondamentale au gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et quand il commence le Gettysburg Address, Lincoln dit « 4 and 7 years ago », il y a 87 ans, nos pères ont tenté l'expérience de voir s'il était possible de créer une nation fondée sur les principes de la liberté, de l'égalité, etc., etc. Et 4 and 7 years ago, si vous réfléchissez qu'on est en 1863, c'est 1776. C'est la déclaration d'indépendance, c'est pas la Constitution. Lincoln était persuadé que la Constitution était un document gravement fautif, qui avait inclus effectivement la règle des 3/5e. Donc je vous rappelle que la présence des esclaves n'est pas originelle, bien sûr. Il n'y a pas de population noire aux États-Unis à l'origine. Les Noirs américains sont les premiers immigrants, d'une certaine manière. La première colonie britannique qui a réussi sur le territoire de l'Amérique du Nord, c'est la Virginie. Elle date de 1607. De 1607 à 1619, cette colonie n'a inclus que des hommes. C'est parce que les premières femmes et les premiers noirs sont arrivés ensemble, en 1619. Donc pendant 12 ans, les hommes sont restés seuls entre eux. Mon vieux maître Jacques Cabot, à la Sorbonne, avait cette formule merveilleuse. La vie sexuelle des premiers colons américains est aussi mystérieuse que celle de Robinson Crusoe.
Alors vous savez que Michel Tournier a depuis, dans Vendredi et les lames du Pacifique, évoqué effectivement ou levé le voile sur. Mais c'est très clair que ces hommes et ces femmes et ces noirs qui arrivent tardivement et ensemble, vous avez là tout le noyau dur du roman faulknerien qui est en place, effectivement. Et vous le savez, l'arrivée des Noirs est due, bien sûr, à ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Commerce triangulaire qui partait, disons, majoritairement de Grande-Bretagne et de France. Je suis désolé pour l'un d'entre vous qu'on ne cite que Nantes dans le commerce triangulaire, alors que Bordeaux était très largement impliqué aussi, bien sûr. Et vous voyez qu'on transportait en Afrique, alors on appelle ça pompeusement des biens manufacturés. Moi, je pense honnêtement, si vous mettez verroterie, c'est beaucoup mieux. Voilà. Contre ces verroteries et en exploitant les luttes entre tribus noires, on récupérait les prisonniers faits par une tribu au détriment d'une autre et on en faisait des esclaves. On les transportait ensuite vers les Antilles et vers la côte sud, bien sûr, de ce qui deviendrait plus tard les États-Unis. Et au retour, on rapportait évidemment deux matières premières absolument essentielles. D'abord le tabac et le sucre, puis plus tard, bien sûr, King Cotton, le roi coton. C'est donc ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Point de départ, l'Europe de l'Ouest. Premier point d'arrivée, la côte ouest de l'Afrique. Deuxième point, effectivement, d'arrivée, la côte américaine. Troisième point d'arrivée, retour vers l'Europe. Et vous savez qu'il y avait deux règles fondamentales dans le commerce triangulaire. Le bateau ne devait jamais être vide. Et la valeur de la cargaison devait augmenter à chacune des trois étapes. Ça ne servait à rien d'investir à Liverpool, à Nantes ou à Bordeaux, si quand le bateau revenait après avoir fait les trois étapes, il n'y avait pas effectivement plus de valeur dans le bateau qu'il n'y en avait effectivement au départ. Alors, je ne sais pas si vous êtes au fait de cela. Ceci vous représente la façon dont les esclaves étaient installés, enchaînés, couchés sur le pont supérieur du bateau pendant la majeure partie de la traversée. C'est absolument terrifiant. À l'avant, les hommes, à l'arrière, les femmes, au milieu, les enfants. Et donc, la traversée, ce qu'on appelle the middle passage, le passage du milieu, la traversée du milieu, à part quelques moments tous les jours où, soigneusement surveillés, les esclaves étaient déchaînés et avaient l'autorisation de marcher un tout petit peu sur le pont pour se dégourdir les jambes, les esclaves faisaient la traversée couchés, enchaînés, juxtaposés les uns aux autres dans une promiscuité absolument terrible. Ça, c'est ce qu'on appelait tight packing, l'emballage étroit. Vous aviez ce qu'on appelait loose packing, l'emballage lâche. Et toute la question des économistes du commerce triangulaire, c'est vaut-il mieux en mettre beaucoup, quitte à en perdre une grande partie, ou vaut-il mieux en mettre moins et sauver à peu près tout le monde? Il semblerait que malheureusement la règle qui est prévalue, c'est celle du tight packing, puisque ici vous avez le pont supérieur, en dessous vous avez le pont inférieur. Et vous voyez que même sous le pont inférieur, c'est-à-dire sous les poutres qui soutenaient le pont inférieur, on dit qu'il y avait à peine 3 cm entre l'endroit de la bouche de ceux qui étaient enchaînés sur le pont inférieur et le pont supérieur. C'est absolument terrifiant. On en reparlera effectivement un tout petit peu plus tard. Alors, vous connaissez ou vous ne connaissez pas, pour ceux d'entre vous qui ont vu le film Mr. Turner, vous savez que le tableau est régulièrement mentionné dans Mr. Turner. Il s'agit de ce fameux tableau qui s'appelle The Slave Ship, qui a d'abord appartenu à John Ruskin, puis que John Ruskin a vendu aux États-Unis et il a contribué le prix de la vente à un certain nombre d'organisations abolitionnistes. Mais ce tableau ne fait que malheureusement représenter ici ce qui était une pratique courante, c'est-à-dire que quand il y avait un danger d'épidémie à l'intérieur du bateau, ce qui était une menace évidemment sur l'augmentation régulière du prix de la cargaison au fur et à mesure des 3 étapes, c'est-à-dire si entre le départ de l'Afrique et l'arrivée sur la côte antillaise ou américaine, une épidémie se déclenchait à bord du bateau, on jetait par-dessus bord tous ceux qui étaient soupçonnables d'être déjà contaminés. Et dans ce tableau, évidemment, de Turner, je n'ai pas le temps de détailler maintenant, mais vous voyez au premier plan en bas à droite, on voit des poissons, monstres marins, qui viennent dévorer les cadavres ou les gens encore vivants mais malades qui ont été jetés par-dessus bord.
Et on a l'impression, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est quand même assez saisissant, on a l'impression en particulier ici que les chênes sont debout dans l'eau, comme si l'eau, la nature, refusait d'absorber et de digérer l'horreur, évidemment, de ce à quoi elle était confrontée par ce geste, évidemment, des commandants de vaisseau. Alors, cela dit, vous le savez, il y avait aussi des mutineries d'esclaves à l'intérieur des bateaux. Vous avez très probablement entendu parler de la mutinerie de l'Amistad, auquel Spielberg a consacré un film très remarquable, et vous avez une extraordinaire nouvelle de Herman Melville, l'auteur de Moby Dick, qui s'appelle Benito Sereno, auquel un metteur en scène français, Serge Roulet, a aussi consacré un film très remarquable, qui est effectivement l'histoire d'une mutinerie d'esclaves à bord d'un bateau pris dans The Middle Passage. À l'arrivée, bien sûr, c'est la vente, c'est-à-dire que le noir est traité comme, d'une certaine manière, un animal dont on évalue les capacités à travailler. En gros, c'est tout. Hein. Et puis, alors, vous le savez, il y a eu un problème qui est que, juste en 1808, il a été possible d'importer légalement des esclaves depuis l'Afrique. À partir du 1er janvier 1808, le commerce triangulaire a été interdit. Il y a eu encore des introductions en contrebande, bien sûr, de cargaisons d'esclaves noirs venant d'Afrique, mais techniquement c'était devenu interdit. Ce qui a posé le problème du renouvellement du cheptel, passez-moi l'expression, mais je crois que c'était comme ça qu'on en parlait effectivement. À cet égard, si vous voulez, j'ai été personnellement extrêmement gêné par le film de Tarantino, Django Unchained, que j'ai trouvé alors se livrant à une espèce de baroquisme complaisant totalement déplacé compte tenu de la situation. Par contre, j'ai trouvé le film dans sa simplicité, dans son côté un tout petit peu lourdingue, mais remarquablement précis dans son évocation de la sociologie de l'esclavage et de cette espèce de poison de l'esclavage dans la société du sud des États-Unis, le film 12 ans esclaves m'a paru finalement beaucoup plus convaincant et beaucoup plus exactement représentatif. Donc, ici à gauche, vous avez une affiche qui date de 1769, et qui est une affiche, bien sûr, de vente d'esclaves à l'arrivée d'une cargaison sur, évidemment, les côtes américaines. À droite, vous avez une affiche beaucoup plus tardive, 1823, et qui correspond à la mise en vente d'esclaves par des planteurs parce que, finalement, ils ont réussi à produire plus d'esclaves qu'ils n'en ont besoin, et donc, de même que les ressources de la plantation, c'est la vente du coton, les ressources de la plantation, c'est aussi la vente des esclaves, si vous voyez ce que je veux dire. Et alors, évidemment, je crois que... Alors, j'ai choisi cette image qui est assez impressionnante, puisque vous avez l'équivalent de Mama dans Autant en emporte le vent, hein, qui est en train, vous le voyez, de donner, de nourrir un enfant blanc. Alors là, méfiez-vous. Ça peut être un enfant du maître et de la maîtresse de la plantation, ça peut être un enfant du maître de la plantation et de l'esclave, puisqu'il faut dire les choses malheureusement comme elles sont. Un certain nombre de propriétaires de plantations ont systématiquement engrossé leurs esclaves noirs et ont permis à leurs enfants, à leurs neveux, etc., d'engrosser les esclaves noirs pour pouvoir augmenter le cheptel et vendre une partie des enfants nés, évidemment, de ces rencontres pour le moins limitées dans l'espace et dans le temps, si vous voyez ce que je veux dire, bien. Et ça permettait effectivement de vendre les esclaves en trop et de rapporter. Alors, vous le savez, ceci pouvait provoquer des choses terribles, puisque dès que vous aviez une goutte de sang noir, même si vous étiez blanc d'apparence, on en reparlera tout à l'heure, vous ne pouviez pas sortir de votre condition d'esclave. Hein, c'est très important, ça. Dès que vous aviez une goutte de sang noir, c'était fini. Et donc, l'idée, c'est que l'enfant que cette femme est en train de nourrir au sein est peut-être le futur héritier de la plantation, c'est peut-être le fils, effectivement, d'une union entre elle et l'un des mâles blancs de la plantation, et en ce cas, cet enfant, même s'il est très blanc pour le moment, ne pourra jamais sortir de sa condition d'esclave. Alors, quelquefois, vous le savez, il se passait des choses terribles.
Je ne sais pas si vous connaissez cette femme assez extraordinaire de la Nouvelle-Orléans qui s'appelle Kate Chopin, qui est une des très très grandes romancières du Sud, avant Faulkner bien sûr. Hein. À la fois, alors c'est peut-être pas les romans que je vous recommanderais, The Awakening, l'éveil, mais c'est plutôt ses nouvelles, ce sont ses nouvelles. Ces nouvelles sont très remarquables, une des plus remarquables s'appelle Desiree's Baby, le bébé de Désirée. Une jeune femme sera abandonnée à la porte d'une plantation par des colons qui s'en vont vers l'ouest et qui ne veulent pas l'emmener avec elle. Elle sera abandonnée à l'état de bébé. Elle finira par épouser le fils du propriétaire de la plantation voisine. Et quand le bébé naîtra du mariage entre cette jeune fille abandonnée aux grilles de la plantation et du fils du propriétaire de la plantation voisine, le bébé sera noir. Inutile de vous dire que Désirée, la jeune fille trouvée, sera immédiatement accusée d'être le résultat d'amour coupable entre, évidemment, une noire et un blanc, jusqu'au moment où, après avoir poussé sa jeune femme au suicide, Armand, le fils de la plantation voisine, s'apercevra en relisant des lettres écrites par son père à sa mère que son père avait emmené sa mère à Paris parce que sa mère était une esclave noire et qu'elle ne pouvait plus, puisqu'il avait décidé de vivre avec elle définitivement, il ne pouvait plus vivre dans le Sud. Et donc vous voyez, au fond, ce que cette nouvelle, qui est une très belle nouvelle, Desiree's Baby, le bébé de Désirée, suggère la complexité et le côté extrêmement tragique de la proximité, de la promiscuité entre race blanche et race noire. Et vous voyez ici, vous avez dans cet almanach anti-esclavagiste de 1840, une illustration qui est destinée à susciter la bonne conscience des milieux abolitionnistes du Nord, en montrant comment on est en train d'enlever à sa mère, qui est entraînée sur la droite, un enfant noir dont on devine la présence sur la table. Cet enfant noir est enlevé à sa mère pour qu'il puisse bien sûr être vendu. Hein, c'est clair, comme esclave plus tard. Et l'idée, c'était qu'il fallait séparer au maximum les mères de leurs enfants pour que les mères ne s'attachent pas à leurs enfants, que les enfants ne s'attachent pas à leurs mères, et que, bien sûr, la vente apparaisse comme un état de vie normal. Alors, on va abandonner quelques instants les problèmes sociologiques et venir à des problèmes économiques. Le texte que vous voyez ici, qui s'appelle « Exposition et protestation », exposé et protestation, par la commission spéciale de la Chambre des représentants de la Caroline du Sud sur le tarif, sur les droits de douane. Ce texte est daté de 1828, il a été publié de manière anonyme par le personnage que vous voyez à gauche, qui s'appelle John C. Calhoun, C-A-L-H-O-U-N, qui est probablement le plus grand homme politique qui ait produit la Caroline du Sud dans les années 1830-1840, c'est quelqu'un qui parviendra au poste de vice-président des États-Unis, qui sera également secrétaire d'État à la guerre. C'est probablement le théoricien le plus convaincu de la justice essentielle de l'esclavage. Pour lui, l'esclavage est une condition normale de la société. Et la référence, c'est bien sûr le fait que si vous ouvrez l'Ancien Testament, vous allez vous apercevoir que tous les patriarches avaient des esclaves. Abraham avait une esclave, Agar, avec laquelle il a eu un enfant, Ismaël, et vous le savez, il a fallu attendre qu'arrive l'enfant de la promesse, Isaac, qu'il a eu avec Sarah, sa femme vieillissante, pour qu'on chasse Agar et Ismaël. Donc vous voyez cette situation de l'engrossement de la femme pour assurer la pérennité de la dynastie, etc. Et évidemment, les grands planteurs du Sud avaient beau jeu d'aller à l'Ancien Testament, texte quand même canonique, hein, pour prouver que ceci avait toujours existé et qu'on ne voyait pas très bien pourquoi on s'affolait aujourd'hui. Alors, le passage éventuel du Nouveau Testament n'était bien sûr pas souligné de manière trop abondante ici. Donc, Calhoun a été l'un des théoriciens les plus brillants de l'esclavage. C'est lui qui est à l'origine de ce qu'on appelle les Lords of the Loom et the Lords of the Lash. C'est-à-dire, c'est lui qui disait, mais je ne comprends pas très bien, on nous reproche l'esclavage, mais enfin, nous, nos esclaves, ils sont à notre charge et nous en sommes responsables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
S'ils sont malades, nous nous en occupons. S'ils sont morts, nous les enterrons. Ils nous accompagnent, nous les accompagnons dans la vie quotidienne. L'esclavage devenait une sorte, si vous voulez, de sécurité sociale à la limite. Hein. C'est-à-dire qu'au moins, voilà, on prenait soin de vous from the cradle to the grave, hein, du berceau à la tombe, comme disent les systèmes de protection sociale post-beveridgiens. Hein. Et alors il disait, et regardez au contraire, dans le Nord, ils ont des esclaves qu'ils font travailler dans leurs usines. Hein. Mais là, eux, l'esclave arrive le matin et repart le soir. Qu'est-ce qui se passe entre le soir quand il rentre chez lui et le matin où il revient travailler à l'usine? Personne ne s'en occupe. Donc ils n'ont aucun souci de ces gens dont le travail les fait vivre. Et je crois que je l'ai déjà dit, mais je vous le rappelle ici, si vous vous souvenez bien dans la tentative extraordinaire de réhabilitation du Sud qui a été conduite de manière vertigineusement intelligente par Margaret Mitchell dans Autant en emporte le vent, la première fois que vous voyez Madame O'Hara, la mère, bien sûr, de Scarlett, elle revient de soigner une esclave noire malade. Vous voyez, ça, c'est le grand discours de Calhoun sur la sécurité sociale et esclavage, même combat, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Alors, Calhoun, en dehors de ces aspects-là, est un homme politique extrêmement brillant. Il sait que cette majorité politico-économique du Nord est dangereuse pour le Sud. Pourquoi ? Parce que le Nord est une industrie jeune. Le Nord craint un néocolonialisme britannique, c'est-à-dire que le Nord craint que son industrie jeune soit prise en défaut par l'industrie plus ancienne et plus aguerrie de la Grande-Bretagne. Et donc le Nord souhaite se protéger des importations britanniques. Donc le Nord est protectionniste, si vous voyez ce que je veux dire. Le Sud, lui, n'a qu'une idée, c'est d'aller vendre son coton, en particulier le coton, mais aussi le tabac et le sucre, vous l'avez vu, sur, évidemment, les grands lieux de production industrielle britanniques, en particulier Manchester, qu'on appelle Cotonopolis, qui est la première grande ville industrielle du monde occidental. Nous l'avions dit l'année dernière dans nos rencontres à propos des 10 villes qui ont fait l'Europe. Et évidemment, si vous voulez faire vos propres prix dans le marché des matières premières, sur l'endroit où on a besoin de vos matières premières, vous êtes forcément un libre-échangiste. C'est-à-dire vous ne supportez pas l'idée parce que vous vous dites que si vous imposez des droits de douane sur les objets manufacturés qui viennent chez vous, on imposera par rétorsion des droits de douane sur les matières premières que vous fournissez. Et donc le Sud était libre-échangiste, d'où effectivement cette caricature où on voit les États du Nord porter en terre un cercueil qui s'appelle Free Trade, le libre-échangisme. Hein. Et pourquoi cela? Parce qu'en 1828, le Nord, le Congrès, a décidé de voter un ensemble de droits de douane qui était destiné à protéger l'industrie du Nord contre les importations britanniques, mais qui mettait en danger les exportations du Sud vers, effectivement, cette même industrie britannique. Et alors, vous le savez, Karl Marx et Friedrich Engels ont été les premiers à attirer l'attention sur le fait que ce n'est pas du tout l'esclavage qui est l'élément déterminant de la guerre de sécession. Marx et Engels ont bien montré que l'esclavage est une superstructure sociale par rapport à une structure de fond qui est de nature économique. C'est-à-dire que ne pouvaient pas continuer à habiter ensemble deux entités territoriales dont la détermination économique était contradictoire, c'est-à-dire un nord industriel, un sud agricole. Cette détermination d'identité économique contradictoire conduisant chacune des deux entités à revendiquer un système de commerce international qui était directement opposé à l'autre. Il était difficile de faire vivre ensemble une partie des États-Unis, le Nord, qui était profondément protectionniste, et une autre partie des États-Unis, le Sud, qui ne pouvait vivre que de manière libre-échangiste. Alors qu'ensuite, le libre-échangisme du Sud ait été fondé sur l'existence de l'esclavage pour la production des matières premières dont l'Europe avait besoin, ça oui, disaient Marx et Engels. Mais fondamentalement, l'esclavage n'est qu'un élément de superstructure sociale par rapport à une irréconciliabilité économique qui porte sur, évidemment, le domaine du commerce international et qui fait qu'un jour, une des deux entités devra imposer sa volonté à l'autre et obliger l'autre à s'y soumettre. Et vous voyez ce fameux tarif de 1828, ces droits de douane de 1828, vous voyez que tous les pays en vert les ont votés à l'unanimité. Tous les États en bleu les ont votés à plus de 60%.
tous les États en rouge-rose les ont refusés. Vous voyez bien que le sectionnalisme dont parlait George Washington, qui était évidemment la grande menace sur l'unité américaine, ce sectionnalisme est parfaitement représenté. Le Nord, étant industriel, veut être protégé d'une concurrence d'une industrie plus mûre et plus efficace que la sienne, parce que la sienne est encore naissante, et le Sud, au contraire, veut pouvoir alimenter cette industrie du Nord par l'envoi, effectivement, de ces matières premières. Le Nord était furieux de voir que le Sud, au lieu de lui envoyer ces matières premières, les envoyait vers l'Europe. Et un des buts de la guerre de sécession, ça sera de récupérer ça. Et donc, John C. Calhoun a écrit ce document, qui s'appelle encore une fois « Exposé et protestation », dans lequel il dit, et alors ça c'est très important, dans lequel il dit « Il est du droit des États individuels de déclarer nulle une législation fédérale qui attente aux droits essentiels de cet État. » Et alors ça c'est très important parce que ça vient de ces fameuses résolutions de Virginie, qui ont été votées par l'État de Virginie en 1799, à l'instigation de James Madison, parce que le gouvernement de John Adams, qui était un gouvernement fédéraliste, avait mis en place un certain nombre de dispositions que la Virginie n'approuvait pas. En particulier, les fédéralistes étaient pro-britanniques, alors que les démocrates jeffersoniens et madisoniens étaient pro-français. Et James Madison a fait voter par la législature de Virginie un texte extrêmement intéressant où il dit « Attention, nous sommes entrés dans la fédération de façon volontaire. Personne ne nous a forcés. Si par hasard cette fédération nous apparaissait dangereuse au lieu de favorable à nos intérêts essentiels d'États libres et égal en droit à tous les autres États, par exemple la Virginie aurait parfaitement le droit. Alors, première chose, ce qu'on appelle interposition, s'interposer entre l'État fédéral et les intérêts des citoyens de l'État particulier, premièrement. Si l'interposition ne suffit pas, nullification, c'est-à-dire dire qu'une législation fédérale ne peut pas s'appliquer dans tel État parce qu'elle est contraire aux intérêts vitaux de cet État. C'est ce que J.C. Calhoun essayait d'expliquer. Les droits de douane de 1828 sont contraires aux intérêts fondamentaux d'un État comme la Caroline du Sud. Et troisième étape, si l'interposition et la nullification ne suffit pas, eh bien, il faudra se résoudre à la sécession, c'est-à-dire à sortir de l'Union. Donc vous voyez que toute la première partie du XIXe siècle américain est obsédée par est-ce qu'il est possible de faire vivre ensemble deux sections de l'identité américaine qui sont aussi différentes que le sont le Nord et le Sud, en particulier au point de vue économique, dans l'ordre de la production et dans l'ordre du commerce international. Le Sud a été déchiré à intervalles réguliers par un certain nombre de révoltes d'esclaves. La plus célèbre, c'est celle de 1831, en Virginie, conduite par un esclave assez remarquable qui s'appelait Nat Turner, qui a quand même mis à mort 60 personnes durant la durée de son soulèvement, 60 propriétaires de plantations, femmes, enfants, blancs, etc. Pour ceux d'entre vous que ceci intéresse, il reste aujourd'hui un livre de William Styron qui s'appelle The Confessions of Nat Turner, les Confessions de Nat Turner. C'est probablement, à mon avis, le meilleur roman de Styron, bien meilleur, je pense, que Le Choix de Sophie, dans lequel, évidemment, un narrateur en première personne, qui est Nat Turner lui-même, est censé rédiger, avant d'être exécuté, ses confessions, c'est-à-dire pourquoi et comment il en est arrivé à conduire cette révolte d'esclaves. Mais la révolte d'esclaves de Nat Turner de 1831 est absolument essentielle. C'est à partir de cette révolte-là qu'il deviendra interdit d'apprendre aux esclaves d'apprendre à lire et à écrire dans tous les États du Sud, de manière à ce que les esclaves ne puissent pas communiquer entre eux et ne puissent pas s'organiser pour éventuellement se soulever. Et vous avez ici, de même que vous aviez tout à l'heure, évidemment, une gravure de propagande abolitionniste qui vous montrait effectivement une mère arrachée à son enfant ou réciproquement pour que l'enfant puisse être vendu ensuite sans aucun problème. Ici, vous avez une gravure de propagande qui montre effectivement les affreux esclaves révoltés mettant à mort le bon maître et sa famille.
Et alors, ceci a tenu grâce à trois personnages essentiels qu'on appelle le grand triumvirat, the Great Triumvirate, qui sont ces trois personnages, l'un venu du Sud, John C. Calhoun, à gauche, carolinien du Sud, déjà mentionné, l'un venant du Nord et du Nord-Est, Daniel Webster, un homme du Massachusetts, et puis l'un dont vous voyez qu'il occupe la position centrale, parce que c'était un homme de l'Ouest, qui s'appelait Henry Clay, et qui venait d'un État qu'on appelait le Kentucky. Ces trois hommes ont essayé, pendant à peu près 20 ans, disons en gros entre 1825-30 et 1850, ils sont tous les trois morts pratiquement en 51, ils ont essayé de faire tenir ensemble la jeune République à coup de compromis, le plus célèbre étant le compromis de 1850, dont vous voyez effectivement qu'il indique que tous les États en vert sont des États où l'esclavage est accepté, que tous les États en mauve sont des États où l'esclavage est interdit, et que les États en marron, ou les territoires, car ils n'ont pas encore obtenu le statut d'État, sont des territoires dans lesquels l'existence de l'esclavage sera décidée par souveraineté populaire, c'est-à-dire par une sorte de référendum ou d'élection. Ceci allait contre le principe du compromis du Missouri de 1820, qui avait fixé de manière absolue l'idée qu'il ne pouvait pas y avoir d'esclavage au nord du 36e degré 30 minutes du parallèle caractérisant la ligne 36 degrés 30 minutes nord. Hein, ça, c'est clair. Or, évidemment, vous voyez bien que si vous regardez la pénétration, par exemple, du Missouri MO, il monte assez haut, et vous voyez que le territoire de l'Utah est nettement au-dessus de 36 degrés 30, et ceci va être considéré par les abolitionnistes du Nord comme une provocation. En gros, quand vous étiez un esclave fugitif, si vous arriviez à franchir le fleuve Ohio, vous étiez sauvé des poursuites. Or, à partir de 1850, il est devenu légal pour les propriétaires d'esclaves d'envoyer des chasseurs de primes à la recherche de leurs esclaves fugitifs au nord du 36e degré 30 minutes nord. Hein, ça a été absolument terrible. Les esclaves fugitifs n'ont plus été en sécurité quand ils avaient franchi l'Ohio. Et je vous rappelle que ceci est le sujet d'un roman que je ne saurais trop vous recommander d'essayer de lire si vous ne l'avez pas lu, qui est tout simplement Beloved, roman admirable de cette femme qui s'appelle Toni Morrison, prix Nobel de littérature, et qui décrit comment une esclave fugitive va se retrouver au nord de l'Ohio pensant qu'elle est sauvée. Or, c'est en 1850, elle ne le sait pas parce qu'elle ne sait ni lire ni écrire, et elle va voir apparaître, évidemment, dans ce havre de paix où elle s'est installée, une famille du chemin de fer souterrain, vous savez, ces relais qui permettaient aux esclaves fugitifs de rejoindre le Nord, puis éventuellement après le Canada. Alors qu'elle croit être installée en paix, elle voit apparaître les chasseurs de primes qui viennent la chercher, elle et les enfants auxquels elle a réussi à faire passer l'Ohio, et c'est là où elle commence, vous savez, à égorger ses enfants pour qu'ils ne connaissent pas l'horreur de l'esclavage. Ceci est basé, bien sûr, sur une histoire vraie. Alors, cette tension entre le Nord et le Sud culminera, vous le savez, dans la guerre de sécession. Vous avez ici un des documents les plus connus de la guerre de sécession, c'est-à-dire une photographie de Timothy O'Sullivan, puisque vous savez que si la guerre de Crimée a été la première guerre à être photographiée, mais de manière extrêmement épisodique, la guerre de sécession a été massivement médiatisée. C'est la première guerre véritablement médiatisée, et contrairement à Winslow Homer, dont nous avons vu les œuvres la dernière fois, il ne s'agit pas, bien sûr, de peinture, il ne s'agit pas de représentation, il s'agit de documents qui ont l'immédiateté de la photographie. Alors depuis, vous le savez, on a réussi à prouver que très probablement Brady O'Sullivan avait arrangé un peu le champ de bataille pour que ça fasse encore plus sinistre. Hein. Mais là, nous sommes sur le champ de bataille de Gettysburg, le 4 juillet 1863, le moment où l'assaut des troupes du Sud, conduite par le général Lee, en direction de Washington, cet assaut est brisé irrémédiablement. Et c'est à ce moment-là que la machine industrielle du Nord, dont nous avons parlé tout à l'heure, va commencer à jouer son rôle de façon destructrice pour le Sud. Vous le savez, au début de la guerre, le Nord a été complètement décapité puisque West Point, l'académie militaire américaine, était peuplée de cadets de familles sudistes qui, ne pouvant pas hériter, puisqu'il ne fallait pas partager la plantation, allaient chercher l'argent et la gloire dans l'armée ou dans l'église, comme dans les familles aristocratiques européennes traditionnelles. Et en ça, vous le voyez bien, la structure aristocratique de la société du Sud était une structure
à nouveau européenne et pas fondamentalement américaine. C'est une des justifications que les idéologues nordistes ont toujours données pour l'élimination du Sud. Le Sud avait reproduit sur la terre américaine deux choses qui étaient essentiellement européennes, c'est-à-dire une propriété latifondière, c'est-à-dire de grandes propriétés cultivées non pas par le propriétaire mais par des serfs aux États-Unis, des esclaves, et puis deuxièmement une structure aristocratique dans laquelle effectivement la primogéniture mâle permettait d'accéder à la totalité de la propriété des terres familiales, les autres fils devant aller ailleurs chercher fortune. Et c'est pour ça que quand la guerre a été déclarée en 1861, le Nord s'est trouvé à la tête d'une armée nombreuse, mais sans officiers, parce que la plupart des officiers de l'armée américaine étaient des gens du Sud. Si vous vous souvenez de la première scène de Autant en emporte le vent, où on voit Scarlett sur la terrasse de Tara avec les deux jumeaux Tarleton, les deux jumeaux Tarleton reviennent de West Point pour, évidemment, jouer leur rôle au service de leur État. Et ce qui a été terrible pour le Sud, c'est que si le 4 juillet 63, au Nord, la bataille de Gettysburg a confirmé l'impossibilité pour Lee d'aller prendre Washington, au Sud, Grant, qui émerge ce jour-là comme le futur commandant en chef de l'armée du Nord, Lincoln qui cherchait depuis 2 ans un véritable commandant en chef à qui donner effectivement la responsabilité de toutes les armées du Nord, Grant s'illustre par la prise de Vicksburg sur le Mississippi, et ainsi il coupe le Sud en deux. C'est-à-dire qu'il interdit le lien entre le Texas, grand lieu d'approvisionnement en céréales, en bétail pour l'armée du Sud, parce que, évidemment, dans le Sud, comme on cultive que du coton, c'est quand même un peu embêtant, on ne peut pas manger le coton, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc, effectivement, le Texas, qui était de grandes terres céréalières et de grandes terres surtout d'élevage de bétail, le Texas, tant qu'il a pu fournir jusqu'au 4 juillet 63 de quoi nourrir les armées du Sud, c'était parfait. Le jour où Grant a pris Vicksburg sur le Mississippi et a creusé un fossé entre le Texas et ce qu'on appelle le Sud profond, Deep South, à ce moment-là, les affaires du Sud ont été effectivement très mal en point. Cela dit, le Sud a mis 2 ans à agoniser, ce que là aussi les historiens nordistes ont beaucoup de mal à admettre. En fait, le Sud a très bien compris, Jefferson Davis, qui était le président de la Confédération, on sait qu'il a compris qu'après le 4 juillet 63, à cause de la victoire simultanée de Gettysburg au nord et de Vicksburg au sud, pardon, la défaite simultanée pour le Sud ne peut plus tenir. Mais le Sud agonisera avec des pertes en vie humaine des deux côtés absolument terrifiantes de juillet 63 à avril 65. Et je vous rappelle bien sûr que le Nord a été le premier à utiliser les soldats noirs. Pour ceux d'entre vous qui connaissent Boston, en face effectivement de la Massachusetts State House, c'est-à-dire du Parlement de l'État du Massachusetts, vous avez ce monument qui a été construit, qui a été conçu par le sculpteur américain John Augustus Saint-Gaudens et qui représente le 54e du Massachusetts, premier régiment à avoir incorporé des soldats noirs. Bien sûr, l'officier commandant le régiment ne pouvait être qu'un blanc, quelqu'un qui appartenait à la très grande société bostonienne, Robert Gould Shaw, mais évidemment, c'est la première fois qu'on a invité des Noirs à venir d'une certaine manière défendre leurs droits. Et vous le savez, l'ensemble s'est terminé, bien sûr, à Appomattox, dans ce petit tribunal de la Virginie, le 12 avril 1865. Le personnage que vous voyez en bas à gauche en gris, c'est probablement un des plus grands militaires de l'histoire des États-Unis, le général Lee. À droite, en face de lui, en bleu, bien sûr, le général Grant, qui reçoit la reddition de Lee. Grant sera récompensé par un double mandat de président des États-Unis, ensuite pour cette victoire, effectivement, finale du Nord sur le Sud. Entre-temps, le 1er janvier 1863, Abraham Lincoln avait publié sa proclamation d'émancipation des esclaves. C'est-à-dire que tous les esclaves du Sud étaient effectivement de droit libre. Mais cette émancipation, qui est représentée ici dans une gravure populaire, où on voit à gauche toutes les horreurs de l'esclavage, marchands d'esclaves, esclaves fouettés et guerre déclenchée évidemment par, et à droite au contraire tous les bienfaits de l'émancipation, l'accès à l'éducation, une véritable vie familiale pour les Noirs, etc. Cette gravure effectivement sur l'émancipation qui annonce une nouvelle ère pour les Noirs américains, elle ne pourra véritablement entrer dans les faits que par les 13e, 14e et 15e amendements. Alors pour ceux d'entre vous qui ont vu le film Lincoln de Steven Spielberg avec Daniel Day-Lewis
éblouissant dans le rôle de Lincoln, il faut bien dire. J'ai toujours été étonné que ce film ait autant de succès, ce qui est merveilleux dans un sens, mais quand on ne connaît pas le travail et les rapports extrêmement complexes entre législatif et exécutif aux États-Unis, on a un peu de mal à suivre. Mais vous avez bien vu que Lincoln est désespérément en train d'essayer de préparer le passage du 13e, du 14e et du 15e amendement, et que le moins qu'on puisse dire, Obama aurait dû y réfléchir peut-être avant de s'engager dans un certain nombre de choses, le moins qu'on puisse dire, c'est que la séparation des pouvoirs aux États-Unis n'est pas un vain mot. Ce n'est pas parce que le président veut faire passer quelque chose que le Congrès va tout simplement le faire passer, que le Congrès soit d'ailleurs du même bord que le président, ou qu'on soit dans une situation de divided government, c'est-à-dire de cohabitation. Le 13e amendement déclarait inconstitutionnel l'esclavage. Ça, c'était la fin du ratio fédéral, c'était la fin de la règle des 3/5, définitivement. Le 14e amendement donnait à tous les citoyens américains le droit de vote. Et comme tout de suite, un certain nombre d'États du Sud ont dit « Attention, citoyen, ça ne veut pas dire esclave », le 15e amendement a dû en remettre une couche en disant, comme c'est indiqué ici, les droits des citoyens des États-Unis à voter ne seront pas niés ou menacés ou réduits par les États-Unis ou par n'importe quel État à cause de la race, de la couleur ou d'une condition précédente de servitude. C'est-à-dire que vous avez voulu essayer de nous faire croire que le 14e amendement ne s'applique pas aux esclaves, aux anciens esclaves, aux affranchis, aux esclaves libérés. Le 15e ne vous permet pas de biaiser. Le 15e vous dit que vous ne pouvez pas dénier aux gens le droit de vote, même si, par ailleurs, avant dans leur vie, ils ont été dans une condition de servitude. Et, évidemment, la fin de la guerre de sécession s'est caractérisée, comme toutes les fins de guerre, même civiles, par une occupation militaire de la partie vaincue. C'est-à-dire que ce que vous voyez ici, et c'est évidemment très intéressant, c'est ce qu'on appelle la reconstruction radicale ou la reconstruction du Congrès, parce que après la mort de Lincoln, il y a eu évidemment un problème. C'est-à-dire que Lincoln, au moment de l'élection de 64, Lincoln avait décidé d'aller choisir comme vice-président un homme du Sud resté fidèle à l'Union. Cet homme du Sud s'appelait Andrew Johnson. Il n'est pas un génie, c'est un homme du Tennessee, par ailleurs très digne, mais peut-être pas tout à fait à la hauteur de circonstances. Si Lincoln n'était pas mort, si Lincoln n'avait pas été assassiné quelques jours après la reddition de Lee à Appomattox, tout se serait probablement très bien passé. Ça aurait été difficile, mais ce serait probablement très bien passé. Lincoln voulait réintégrer le Sud immédiatement et sans aucune discussion. Mais tout ce qu'on appelle les républicains radicaux du Nord voulaient que le Sud paie pour ce qu'il avait fait. Et Johnson étant un homme du Sud, quand il a essayé de reprendre à son compte la politique de réintégration rapide du Sud dans l'unité nationale, Johnson a été critiqué comme un sudiste insupportable par, effectivement, les radicaux républicains. Et, effectivement, les radicaux républicains ont réussi, non pas à éjecter Johnson, mais en tout cas à faire en sorte qu'il ne puisse pas se représenter. Et, dès son départ, il a été remplacé par Grant, dont nous avons parlé tout à l'heure, mais en tout cas, dès l'échec de sa politique de reconstruction, les républicains radicaux du Nord ont mis en place, vous voyez, une occupation militaire du Sud. Le Sud était occupé militairement par... Et on a vu fleurir à ce moment-là, effectivement, ça c'est un tableau de Winslow Homer, c'est le lien avec la semaine dernière, que je trouve très émouvant, qui montre comment, évidemment on est en 60, ici on est probablement dans les années 70, mais Homer veut que ça se passe en 65-66, 35 ans après la révolte de Nat Turner, à l'issue de laquelle plus aucun esclave noir n'avait été autorisé à apprendre à lire ou à écrire, une des premières choses qui va caractériser l'arrivée du Nord dans le Sud et son occupation militaire, c'est effectivement le fait qu'on va apprendre aux anciens esclaves, aux affranchis, à lire. Et alors vous voyez ici que The Freedmen's Bureau, le bureau des affranchis, qui va être créé par le Nord, pour aider les affranchis à passer d'une situation d'esclave à une situation d'homme libre. Ce bureau des affranchis fera l'objet de critiques extrêmement virulentes dans le Sud. On vous dit que c'est une agence qui consiste à maintenir le noir dans l'oisiveté au détriment de l'homme blanc, qu'il a 2 fois été l'objet d'un veto par le président Andrew Johnson et qu'il a été transformé en une loi par le Congrès, sous-entendu, aux mains des radicaux républicains qui veulent leur revanche sur le Sud. Et vous voyez donc que dès le début dans le Sud, il y a eu un refus d'entrer dans la politique de reconstruction et dans la politique de, effectivement, comment dirais-je, d'émancipation progressive des esclaves, des anciens esclaves. Et alors tout de suite,
vous avez eu effectivement deux institutions qui se sont créées, la Ligue blanche, The White League, que vous avez à gauche, et le Ku Klux Klan, bien sûr, à droite, qui ont exercé une politique de terreur dans les anciens États du Sud, sous l'autorité militaire, puisque si vous réfléchissez à la fin de Autant en emporte le vent, le mari de Scarlett, le énième mari, hein, celui qui a la Syrie, etc., ce mari de Scarlett sera tué par les soldats du Nord lors d'une expédition punitive à laquelle le mari a participé en tant que membre du Ku Klux Klan. Et vous savez que Ashley Wilkes sera lui-même blessé lors de... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça est absolument essentiel. Hein, cette idée, si vous voulez, qu'un certain nombre des élites, des anciennes élites politiques du Sud, vont exercer, déployer une politique de terreur pour faire quoi? Pour dissuader les Noirs d'exercer leur droit de vote, c'est-à-dire pour dissuader les Noirs de faire changer la majorité politique à l'intérieur des États du Sud. Et tout s'est terminé en 1876. En 1876, vous avez les deux tickets, un ticket républicain à gauche avec Rutherford B. Hayes et Wheeler, un ticket démocrate à droite avec Tilden et Hendricks. Le seul problème, c'est que dans le collège électoral, Hayes, le républicain, et le parti républicain, c'est le parti de Lincoln, c'est celui qui, depuis la mort de Lincoln, gouverne les États-Unis sans partage. Le problème, c'est que Hayes n'obtient pas la majorité absolue au collège électoral. Donc, comme toujours dans ces cas-là, le vote est renvoyé à la Chambre des représentants. Et là, de manière absolument extraordinaire, les républicains vont marchander avec les démocrates du Sud. Ils vont dire aux démocrates du Sud, mais vous n'allez pas voter pour Tilden, qui est un démocrate new-yorkais. Est-ce qu'il n'y a rien de pire? Même les républicains sont quand même plus rigides que les démocrates new-yorkais, qui sont d'affreux libéraux, des gens de gauche terribles, etc. Vous n'allez pas voter pour ces gens-là, qui sont vos ennemis fondamentaux. Hein. Donc, si vous vous abstenez, on ne vous demande pas de voter contre, puisque vous avez le même nom de parti. Hein. Mais si vous vous abstenez et que vous assurez la victoire de Hayes, alors nous lèverons l'occupation militaire du Sud. Et c'est ça qu'on appelle le compromis de 1876-77. Dans ce compromis de 1876-77, le Nord, les armées du Nord ont été retirées du Sud, laissant à ce moment-là la place à ceux qu'on appelle les Bourbons, qui n'ont rien appris ni rien oublié, hein, comme disait Talleyrand. Les Bourbons, qui sont en fait les rédempteurs, puisqu'après la reconstruction, va commencer la période qu'on appelle la rédemption. Et la rédemption, elle est au profit des grandes élites traditionnelles, à la fois latifondières et politiques du Sud, qui vont petit à petit reprendre en main la totalité des États du Sud, en mettant en place ce qu'on appelle les fameuses Jim Crow Laws, c'est-à-dire que, non pas au niveau fédéral, mais au niveau de l'État, on va voter des lois qui vont permettre d'exclure les Noirs du droit de vote. Alors évidemment, vous le savez, il y a deux lois fondamentales. La première, c'est ce qu'on appelle the literacy test. Vous devez pouvoir expliquer l'amendement à la Constitution qui vous donne le droit de vote. Or, si vous n'avez jamais appris à lire et écrire, je ne comprends pas très bien comment vous pouvez expliquer. Vous voyez ce que je veux dire? Deuxième chose, pour pouvoir voter, il faut que votre grand-père ait pu voter avant vous. Comme aucun esclave, évidemment, n'a un grand-père qui a voté avant lui. Ce qu'on appelle the grandfather's clause, ce qu'on appelle the literacy test. Et vous voyez ici, c'est ce qui est en train de se passer. Des Blancs sont en train de demander à un Noir qui s'est présenté pour voter s'il est capable de lire et d'expliquer le texte de la Constitution qui lui donne le droit de vote. Et évidemment, bien sûr, il ne peut pas. C'est ce qu'on appelle les Jim Crow Laws. Ce sont des lois effectivement répressives qui vont permettre de maintenir le corps électoral noir à l'écart du droit de vote et qui vont permettre aux anciennes élites sudistes de reprendre leur pouvoir. Et alors, je ne sais pas du tout si ce domaine vous intéresse, mais c'est tout à fait passionnant. L'un des plus beaux livres qu'on ait publié sur le Sud, c'est le livre d'un homme du Sud, Wilbur J. Cash, qui s'appelle The Mind of the South, l'esprit du Sud. C'est probablement le plus grand livre qu'on ait jamais écrit sur le Sud des États-Unis. C'est un livre qui date des années 30. Hein. Wilbur J. Cash étant un homme du Sud, quand il a eu écrit ce livre, qui est probablement le démontage le plus rigoureux et le plus brillant qu'on ait jamais fait de tous les compromis raciaux, sociaux, économiques du Sud, il s'est suicidé. C'est très très étonnant. Ce type qui était un enfant du Sud, qui a probablement, je crois encore aujourd'hui, tous les spécialistes du Sud s'accordent à reconnaître qu'il n'y a pas d'ouvrage plus brillant sur le Sud que le livre de Wilbur J. Cash, The Mind of the South. Et cet homme qui a eu le sentiment d'une certaine manière de trahir effectivement, s'est ensuite, pratiquement dans les mois qui ont suivi, suicidé.
Et ce que vous avez au centre, c'est un personnage très intéressant, Tom Watson, qui a été l'objet d'une admirable biographie rebelle agraire par C. Vann Woodward, un des plus grands historiens du Sud. Et Tom Watson, c'est celui qui est l'illustration de ce que Wilbur J. Cash appelait « the Proto-Dorian Pact ». C'est-à-dire qu'il a dit, vous comprenez, si vous adoptez une analyse marxiste, évidemment, les petits fermiers du Sud doivent être les alliés des Noirs contre les grands propriétaires terriens du Sud. C'est clair que ces petits propriétaires du Sud, qui habitaient dans le piémont des Appalaches, etc., qui n'avaient pas les grandes plantations, style Tara, les 12 chênes, etc., ces gens-là auraient dû faire cause économique commune avec les esclaves qui venaient d'être affranchis. Or, on a réussi à convaincre ces gens-là que le seul moyen de ne pas déchoir dans l'échelle sociale, c'était d'être les partisans d'une suprématie blanche contre une infériorité noire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a été absolument extraordinaire. Et c'est ce qu'on appelle la mentalité du pauvre blanc, hein, qui a été décrit abondamment à la fois par Faulkner et par Taylor Caldwell, dans Le Petit Arpent du Bon Dieu, etc. Et cette idée, si vous voulez, que des gens qui auraient dû économiquement s'allier avec les affranchis noirs contre la dictature économique des grands propriétaires terriens, se sont retrouvés jouer le jeu de solidarité raciale contre les solidarités économiques et se sont retrouvés être finalement les instruments de la domination blanche contre, évidemment, les Noirs. Et alors, vous le savez, ceci a culminé en 1896 par une décision de la Cour suprême qu'on appelle Plessy contre Ferguson. Le personnage que vous avez à gauche est Homer Plessy, il est noir. Enfin, il est considéré comme noir. Et donc, il va essayer de briser, évidemment, la ligne de séparation des couleurs en s'installant dans un train dont il sera exclu par le contrôleur. Il attaquera la compagnie ferroviaire, la décision remontera jusqu'à la Cour suprême, et dans cette décision, la Cour suprême, avec une seule voix opposée, à 8 voix contre une, décrétera qu'il est normal que les États puissent créer des services publics dans lesquels les services seront separate but equal, séparés mais égaux. C'est donc cette décision de la Cour suprême de 1896 qui légalisera et constitutionnalisera la ségrégation raciale. Et vous voyez, Homer Plessy avait été choisi pour jouer le jeu de la provocation parce qu'il n'est visiblement pas très noir, si vous voyez ce que je veux dire. Hein? Et à partir de ce moment-là, vous n'avez plus pu boire à la même fontaine si vous étiez noir que les blancs. Les blancs buvaient d'un côté et les noirs de l'autre. Separate but equal. Il faut quand même citer ici le nom d'un homme, John Marshall Harlan, sudiste, élevé dans une plantation, qui a été le seul juge de la Cour suprême à voter contre Ferguson, et qui, dans le texte qu'il a rédigé, puisque vous savez que quand vous votez contre, vous êtes obligé d'expliquer pourquoi à la Cour suprême des États-Unis, dans son explication, il a expliqué que « Our Constitution is colorblind ». Notre Constitution ne voit pas les couleurs. Ce qui est une formule magnifique. Et vous le savez, toute tentative de ne pas respecter le principe de séparer mais égaux était généralement puni du lynchage. Vous avez à droite le portrait de cette admirable africaine-américaine qui s'appelle Ida B. Wells, une des premières grandes sociologues américaines de l'Université de Chicago, qui a écrit les textes les plus remarquables au début du XXe siècle sur le fonctionnement du lynchage dans la société sudiste. Je vous ai remis ici, vous voyez, ces exemples de choses, j'en lis un. Hein. Un mâle noir ne peut pas offrir sa main à une dame blanche, parce que ça impliquerait qu'il ait son égal social. Évidemment, le mâle noir ne peut pas offrir sa main ou toute autre partie de son corps à une femme blanche, parce que immédiatement il sera accusé de viol. Le viol étant puni d'arrestation, d'emprisonnement, et ensuite, généralement, la nuit, vous le savez, la prison est envahie par un groupe de gens, comme par hasard, masqués ou avec des cagoules, et vous finissez suspendu à une corde, puis brûlé. Hein, c'est ce qu'on appelle le lynchage. Hein.
Les noirs et les blancs ne sont pas censés manger ensemble. S'ils mangent vraiment ensemble, les blancs doivent être servis d'abord et une cloison d'une forme ou d'une autre doit être établie entre eux. Dans aucune circonstance, un homme noir ne peut offrir d'allumer la cigarette d'une femme blanche, ce geste impliquant une intimité insupportable entre eux. Etc., etc. Je n'ai pas le temps de m'arrêter. Et donc, toute rupture de ce code qu'on vous a écrit ici, mais qui en fait est un code non écrit à l'intérieur de tous les États du Sud, toute rupture de ce code conduit à ça, c'est-à-dire le lynchage, la pendaison, puis effectivement, si possible, le fait de brûler le corps. Et en principe, ceci se produit la nuit entre le moment où vous avez été arrêté et avant le moment où vous allez être jugé. C'est-à-dire que dans la nuit, des gens que personne ne reconnaît bien sûr alors qu'ils sont vos voisins de palier, hein, des gens s'introduisent dans la prison, vous prennent, vous emmènent et vous pendent. Et vous savez, ces cordes noires pendues ont inspiré à Billie Holiday, à une de ses chansons les plus bouleversantes, qui s'appelle « Strange Fruit », les fruits étranges. Elle dit « On voit accrochés aux arbres du Sud des fruits étranges, etc. etc. » Je vous renvoie bien sûr à la chanson. Alors me direz-vous, vous étiez censé parler de Du Bois, et où en sommes-nous? Je ne pouvais pas ne pas commencer par là parce qu'il faut quand même expliquer dans quel monde Du Bois a vécu. Et c'est d'autant plus important que Du Bois n'est pas né dans ce monde-là. Du Bois est né dans l'État du Massachusetts, qui a été un des premiers États à supprimer l'esclavage. Il est noir, sa mère et son père sont noirs, très probablement le résultat d'accouplement, passez-moi l'expression, entre propriétaires de plantations blancs, dont un Français probablement, ou un homme d'origine française, Du Bois à un moment, et puis bien sûr des esclaves noirs. Et il est donc né à Great Barrington, dans l'État du Massachusetts, avec effectivement ici l'église paroissiale, une des églises paroissiales de Great Barrington. Donc Du Bois n'est pas né dans le Sud marqué par, hein, parce que s'il est né effectivement en 1868, il naît dans le Sud de la Reconstruction, qui va rapidement être abandonné par les troupes du Nord et qui va être livré à la revanche évidemment des élites du Sud. Il ne connaîtra donc pas dans sa jeunesse ce monde de la ségrégation. Ce n'est pas son monde à lui. Hein. Et par contre, il va découvrir ce monde quand il va s'en aller, parce qu'il a beau être né dans le Nord, il y a quand même peu d'universités du Nord qui acceptent des Noirs, et donc il s'en va à l'université de Fisk, à Memphis, dans le Tennessee, où certains se souviennent probablement d'être venus avec moi, et effectivement à Fisk, qui a été créé par un général de l'armée nordiste, le général Fisk, chargé du bureau des affranchis pour le Tennessee. C'est lui qui va créer ce premier lieu d'études supérieures pour des étudiants noirs. Aujourd'hui, bien sûr, Fisk est intégré, mais il reste évidemment très marqué par la présence de la communauté africaine-américaine. Fisk a survécu, alors ça je ne sais pas si vous vous intéressez aux Negro Spirituals et à la musique noire, vous savez que Yourcenar avait une passion pour cette musique, mais l'université, enfin le collège universitaire de Fisk a vécu presque uniquement grâce à ce qu'on appelle les Jubilee Singers. Les Jubilee Singers, ce sont évidemment un groupe de chanteurs de spirituals qui ont parcouru l'Amérique et l'Europe, gagnant énormément d'argent par leurs concerts, qu'ils ont systématiquement réinvesti dans le fonctionnement financier de l'université de Fisk. Et puis, après 3 ans à Fisk, 1885-1888, évidemment, Du Bois a voulu entrer à Harvard. Il a été accepté à Harvard au regard de ses exceptionnelles qualités intellectuelles, mais on lui a tout de suite précisé que son premier diplôme de Fisk ne valait rien, qu'il ne serait pas reconnu par Harvard, donc il lui fallait refaire effectivement un premier cycle. Il a donc refait un BA, et puis ensuite il s'est lancé dans la préparation d'un PhD qu'il a soutenu en 1895. Du Bois est le premier noir de l'histoire américaine à avoir un PhD de l'université de Harvard. Hein, ça c'est clair. Alors, à Harvard, il a été l'élève de William James, comme Gertrude Stein, par exemple, hein, dont il est en gros quand même le contemporain, qui l'a beaucoup marqué. Et en 1892,
4 ans après son arrivée à Harvard, il a obtenu de Harvard une bourse d'études pour passer 1 an à Berlin, à l'université Humboldt de Berlin, où il a rencontré 3 personnages fondamentaux, pardonnez mon allemand, Gustav von Schmoller, Adolphe Wagner et Heinrich von Treitschke, qui l'ont ouvert à la combinaison. Jusque-là, il était un classiciste, un grec et latin, vous allez voir dans un instant. Ils l'ont ouvert à la combinaison histoire, économie, début de la méthode d'enquête de terrain sociologique. Et tout de suite, Du Bois s'est fasciné parce qu'il a compris que cette combinaison de l'historique, de l'économique et d'une proto-sociologie, c'est ce qui allait lui permettre de parler de la condition noire aux États-Unis. Ça, c'est absolument essentiel. C'est en Allemagne, parce que si vous regardez 92, l'université de Chicago va ouvrir en 92, vous savez que Rockefeller va mettre $1 million sur la table et il va dire aux milliardaires de Chicago, mettez la même somme que moi et on fera une université. Bon, c'était l'époque où on finançait les universités un peu plus facilement qu'aujourd'hui, si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et effectivement, Chicago n'existe pas. Donc la méthode sociologique de l'école de Chicago n'existe pas encore. Et donc c'est en Allemagne que cette combinaison d'analyse historique, d'analyse économique et de proto-analyse sociologique, Du Bois va, en quelque sorte, s'en inspirer pour créer sa propre méthode d'analyse de la situation noire. Vous avez à gauche Schmoller, au centre Wagner et à droite Treitschke. Et il revient à Harvard, où il restera effectivement jusqu'en 1894. En 1894, il part dans l'Ohio, à l'université de Wilberforce, où il va passer 2 ans. Et si vous pouvez lire la 4e ligne, Dr. W.E.B. Du Bois, Greek and Latin Professor. À l'époque, il a la chaire de lettres classiques, latin et grec. C'est donc au départ un classiciste. Mais effectivement, il va rester simplement 2 ans à Wilberforce dans l'Ohio. C'est à Wilberforce qu'il va rencontrer Alexandre Crummell, C-R-U-2-M-E-L. Alexandre Crummell est un personnage extrêmement intéressant. C'est un pasteur épiscopalien noir. Je vous rappelle qu'une fois que les États-Unis se sont séparés de la Grande-Bretagne, il a été très difficile pour les anglicans de continuer à exister, puisque vous le savez, dans l'Église anglicane, le chef suprême de l'Église anglicane, c'est le roi ou la reine d'Angleterre. À partir du moment où vous devenez indépendant de l'Angleterre, ça devient difficile d'appartenir à une communauté religieuse dont le chef, ce qu'on appelle l'érastianisme, dont le chef est aussi le souverain du pays dont vous venez de prendre par rapport auquel vous venez de prendre votre indépendance. Donc la communauté anglicane s'est rebaptisée sur le territoire américain sous le nom de communauté épiscopalienne. Et Alexandre Crummell était un ministre épiscopalien, mais le plus important pour lui, c'est qu'il a passé pratiquement 15 ans de sa vie au Libéria, et qu'il appartient à ce groupe de Noirs américains qui ont théorisé, mais jamais pratiqué, le retour des Noirs vers l'Afrique. C'est-à-dire cette idée que les Noirs ne trouveront jamais des conditions de vie satisfaisantes en Amérique, donc il faut qu'ils repartent vers l'Afrique. Le Libéria, vous le savez, a été créé au départ pour ça. C'est un État africain qui a été créé pour servir de refuge aux Africains américains qui voulaient retourner en Afrique. Et Crummell a été le premier à suggérer à Du Bois cette possibilité d'un retour des Noirs américains vers l'Afrique, en tout cas d'une fierté, d'un nationalisme africain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire d'une dimension véritablement africaine dans l'identité noire américaine. Alors Crummell lui-même n'est jamais allé s'installer définitivement en Afrique. Il est devenu le prédicateur très à la mode et très brillant de St. Luke's Episcopal Church, qui est à Washington et qui reste aujourd'hui une des grandes paroisses épiscopaliennes de Washington. Et alors ensuite, évidemment, après ces 2 ans à Wilberforce, en 1896-98, Du Bois est parti à l'université de Philadelphie, et là, il a publié sa première grande enquête sociologique qu'on appelle le Noir de Philadelphie, The Philadelphia Negro. Il a soutenu son PhD en 95, il a publié effectivement The Philadelphia Negro en 99, et ça reste évidemment la première fois que la situation des Noirs dans la société américaine a fait l'objet véritablement d'un travail sociologique ou proto-sociologique fondamental. Alors, qui est-ce qu'il y avait à l'époque dans la société américaine pour parler des Africains américains, pour parler des Noirs? Les 2 grands porte-paroles, le premier c'était Frederick Douglass.
Frederick Douglass était cette rareté, un Africain-Américain qui, né après 1831, c'est-à-dire après la révolte de Nat Turner, avait été l'objet de la part, on ne sait pas très bien de qui dans la famille de ses maîtres, mais quelqu'un dans la famille de ses maîtres lui avait appris à lire et à écrire. Et donc, il a utilisé ça pour s'échapper, s'en aller vers le nord, et ensuite il a publié ce livre qui s'appelle « Récit de la vie de Frederick Douglass, esclave américain », qui est un livre qui a été pratiquement aussi lu que l'a été La case de l'oncle Tom de Harriet Beecher Stowe, et qui a propulsé Frederick Douglass dans le rôle de premier porte-parole noir de la minorité noire aux États-Unis. Jusque-là, les Noirs avaient eu deux porte-paroles essentiels, William Lloyd Garrison, le grand leader du mouvement abolitionniste bostonien, et Madame Beecher Stowe, l'auteur de La case de l'oncle Tom. Frederick Douglass a été le premier à parler de la condition noire aux États-Unis à partir d'une expérience personnelle et pas d'une description faite de l'extérieur. Alors, il a été le conseiller privilégié de Abraham Lincoln et en deuxième noces, il a épousé une blanche, ce qui l'a mis définitivement à l'index et de la société noire et de la société blanche. Je ne sais pas si vous voyez à quel point ce genre de choses n'est pas sans lien avec ce qu'on appelle des communautarismes contemporains. Je suis un tout petit peu inquiet parce que je me dis que voilà, plus ça change, comme disait l'autre, et plus c'est la même chose. Mais ça, c'est une autre histoire, essayons d'éviter. Deuxième personnage très important, Booker T. Washington, qui est plus jeune que Douglass, qui écrira lui aussi un récit, évidemment, autobiographique qui s'appelle « Up from Slavery ». Le seul problème, c'est qu'il naîtra, lui, affranchi. Et alors, lui est très important parce que c'est à lui qu'on associe le nom d'un endroit très important pour la communauté africaine-américaine, l'Institut Tuskegee, T-U-S-K-E-G-2-E, qui est un institut qui est situé dans l'Alabama et qui sera probablement, plus encore que Fisk, le premier lieu d'éducation, d'enseignement supérieur pour, évidemment, la communauté noire américaine. Tuskegee porte un double titre, ça s'appelle une école normale, c'est donc là qu'on va former les premiers professeurs noirs qu'on va ensuite envoyer dans les communautés d'affranchis pour apprendre aux enfants et à travers les enfants aux parents à lire. Et ça porte un deuxième nom qui est Industrial Institute, un institut industriel, très probablement un équivalent d'un IUT, si vous voulez. Et vous avez ici les deux visages que Tuskegee a toujours voulu présenter à la société américaine. En haut, la formation d'enseignants, la formation d'intellectuels enseignants au service de l'apprentissage de literacy dans la communauté noire. Et en bas, évidemment, la technologie qui culminera dans la création de la première escadrille noire dans la Deuxième Guerre mondiale. Ce premier groupe de pilotes noirs sera formé à Tuskegee. Et Tuskegee, vous le voyez, vous avez un noir qui est en train, sur la gauche, d'enlever le voile qui couvrait les yeux de la communauté noire pour la faire accéder à la connaissance du monde. J'ai toujours pensé que ça correspondait à ce fameux statue de marbre polychrome de Barias qui est à Orsay aujourd'hui et qui décrit la nature se dévoilant devant la science. Je trouve ça merveilleux. Bon, voilà. Et c'est exactement ça. Alors, en 1895, il s'est passé quelque chose d'absolument fondamental. Il y a eu à Atlanta, où à ce moment-là, Du Bois était professeur à l'université d'Atlanta, puisqu'il a fait, encore une fois, après Harvard, Wilberforce. De Wilberforce, il est allé à Philadelphie, de Philadelphie à Atlanta. En 1895, à Atlanta, a eu lieu la fameuse exposition internationale du coton et des États. Et dans cette exposition internationale, qui est très très caractéristique du renouveau progressif du Sud, vous avez ici les bâtiments de l'exposition internationale. Vous avez en haut à gauche Booker T. Washington en train de prononcer le fameux, certains Noirs américains vous diront l'infâme, discours d'Atlanta, dans lequel Booker T. Washington dit
si nous nous abstenons de revendiquer toute politique, toute responsabilité politique dans les États du Sud, est-ce que vous consentirez à partager avec nous la responsabilité économique? C'est-à-dire, est-ce que vous accepterez que des Noirs occupent non pas des positions de responsabilité au sommet dans l'activité économique du Sud, mais des positions d'encadrement dans l'activité économique du Sud? Et Booker T. Washington sera prêt à renoncer au rôle politique des Noirs, rôle politique que les Noirs avaient commencé à jouer pendant la période de la reconstruction, après la victoire du Nord. Souvenez-vous, je ne sais pas si vous connaissez bien votre Griffith, Naissance d'une nation, Birth of a Nation. Il y a un moment où on voit une législature du Sud avec des parlementaires noirs, résultat de la politique de reconstruction, qui sont affalés sur leur bureau, un peu comme on a vu la franchie tout à l'heure, etc., et qui effectivement ne font rien. Et ça, c'était la grande image. Alors, Booker T. Washington dit, nous les Noirs, nous ne revendiquons pas la responsabilité politique. Nous vous la laissons. À vous, les rédempteurs, les Bourbons, les héritiers des grandes dynasties traditionnelles qui ont conduit le Sud. Mais est-ce qu'en échange de ce renoncement-là, vous acceptez que nous ayons un rôle dans la vie économique, dans la production économique, dans l'encadrement de la production économique de la vie du Sud? Et c'est très curieux, parce que pratiquement en même temps, ça c'est 1895, encore une fois, hein, et là, évidemment, on arrive vers quelqu'un qui dira ça en 86, 9 ans avant. Vous avez ce personnage très étonnant qui s'appelle Henry Grady, qui était un des éditorialistes du Atlanta Constitution, grand journal d'Atlanta à l'époque, qui prononcera en 86 à New York une conférence dans laquelle il définira ce qu'il appelle le Nouveau Sud. Et le Nouveau Sud, ce n'est plus un Sud agricole, c'est un Sud industriel, qui, au lieu d'envoyer son coton pour être transformé en Angleterre d'abord, puis dans le nord des États-Unis ensuite, transformera lui-même son coton et développera lui-même son industrie. Et alors, évidemment, l'argument assez extraordinaire de Grady, c'est « Nous n'avons toujours eu que des esclaves, donc vous n'avez pas à vous inquiéter de l'instabilité de notre main-d'œuvre. Notre main-d'œuvre n'a pas d'expérience syndicale, elle n'a pas d'expérience du combat politique ou social, et donc venez, vous les industries du Nord, vous installer chez nous, vous verrez que ça se passera beaucoup mieux que chez vous, où sont en train de se développer des mouvements anarcho-syndicalistes, etc., etc. » L'argument est légèrement tendancieux, pour ne pas dire un tout petit peu pervers, mais il a aussi des charmes pour un certain nombre de gens. Hein. Il termine sa conférence par une phrase extraordinaire, hein. Vous nous avez écrasés sous le fer il y a quelques années, nous allons vous écraser sous la production de notre fer dans les années à venir. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et Booker T. Washington acceptera de rentrer dans ce jeu, ce qui lui vaudra une condamnation totale de la part de E.B. Du Bois, qui l'accusera d'être quelqu'un qui a vendu, hein, aux Blancs, finalement, l'honneur de la communauté noire. Alors, Booker T. Washington, vous le voyez ici, le 16 octobre 1901, il est avec Theodore Roosevelt, et donc nous anticipons sur la prochaine conférence, il est avec Theodore Roosevelt, et de façon absolument extraordinaire, Theodore Roosevelt l'invitera à dîner ce soir-là à la Maison-Blanche. C'est la première fois qu'un leader de la communauté africaine-américaine est invité à dîner, le 16 octobre 1901, par un président des États-Unis blanc. Alors, Frederick Douglass avait évidemment travaillé à la Maison-Blanche auprès de Lincoln, mais nous n'avons aucune trace du fait qu'il a été invité à dîner par Lincoln ou à déjeuner par Lincoln. Là, l'invitation fait les gros titres de la presse. Et alors, pour vous donner quand même une toute petite idée, hein, le gouverneur de l'État du Mississippi, qui s'appelait James K. Vardaman, a dit ce soir-là: depuis que la puanteur du nègre s'est installée dans la Maison-Blanche, les rats se sont réfugiés dans les écuries. C'est vous donner un tout petit peu une idée du type de raisonnement qui survient. Gouverneur de l'État du Mississippi, hein, c'est pas un pamphlétaire populiste, décadent, etc., etc. C'est quand même quelqu'un qui... Voilà, bien. Alors, parmi les éléments essentiels de la formation de Du Bois, il y a cette participation à Londres en 1900 à la fameuse conférence panafricaine qui est la première prise de conscience par l'Afrique d'une identité continentale
à opposer à la colonisation fragmentée des puissances européennes. Et c'est la première fois qu'on a effectivement un Africain-Américain qui établit, souvenez-vous de Cromwell dont j'ai parlé tout à l'heure, qui établit un lien entre la libération des Africains sur le continent africain et la libération des Africains américains sur le continent américain. Il va publier en 1903 un ensemble, un recueil d'essais extrêmement brillant qui s'appelle « Les âmes du peuple noir », dans lequel il affirme que la libération politique des Noirs ne pourra se faire qu'à travers la figure du prédicateur. C'est très très étonnant. Martin Luther King connaissait ce texte, il trouvait que c'était un texte fondamental, on voit pourquoi, puisque d'une certaine manière, Du Bois avait prévu que le fonctionnement libératoire intellectuel de la communauté africaine-américaine passerait par la figure du prédicateur. C'est là, effectivement, où il parle pour la première fois du fait que la communauté africaine-américaine vit derrière un voile, c'est-à-dire qu'elle n'est pas vue par la communauté blanche, par la communauté caucasienne, comme on dit maintenant, hein, puisqu'il faut éviter en political correctness les références à la couleur. Et vous voyez, c'est très curieux, parce que cette idée d'un voile qui rend invisible aux yeux de la communauté caucasienne, la communauté africaine-américaine, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez tous les grands auteurs noirs de la première moitié du XXe siècle, en particulier ici Richard Wright, dans effectivement L'homme qui vivait sous terre, hein, The Man Who Lived Underground. Il dit, c'est une fable allégorique, un personnage noir vit sous terre. Mais en fait, bien sûr, l'idée c'est que toute la communauté africaine-américaine est une communauté qui vit sous terre, qui n'a pas accès à l'air libre. Et puis alors ce très beau livre de Ralph Allison, qui n'a jamais écrit qu'un seul livre, qui s'appelle Invisible Man, l'homme invisible, traduit en français de manière un peu étrange par Homme invisible, pour qui chantes-tu? Je n'ai jamais compris pourquoi le pour qui chantes-tu avait besoin d'être là. Hein. Et vous voyez cette phrase de Allison, je suis un homme invisible, c'est l'homme noir qui parle bien sûr, je suis un homme non sans substance, de chair et d'eau, de fibres et de liquide, et on pourrait peut-être même dire que j'ai une conscience. Mais je suis invisible, comprenez-le, simplement parce que les gens refusent de me voir. Et ça, je pense que ça a été très 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 longtemps un des aspects essentiels de la conscience africaine-américaine. 1905, c'est la constitution du premier groupe d'intellectuels africains-américains consacré à la situation de la communauté africaine-américaine dans, évidemment, les États-Unis. Le personnage que vous voyez ici, c'est E.B. Du Bois. Il est l'âme intellectuelle de ce groupe. Ce groupe qui va se rassembler près des chutes du Niagara portera le nom de Niagara Movement, le mouvement du Niagara. Le seul problème, c'est que, comme vous le voyez probablement, il n'y a pas suffisamment de blancs pour que ce groupe puisse avoir, évidemment, un impact dans les cercles intellectuels américains. Et donc, il faudra attendre 1909 et la fondation de ce qu'on appelle le NAACP, le National Association for the Advancement of Colored People, et c'est Du Bois qui demandera à ce qu'on ne dise pas Black People, mais Colored People, convaincu qu'il était qu'il y avait divers aspects du minoritaire. Il ne savait pas encore qu'il y aurait un jour une minorité hispanique majeure, mais il avait demandé à ce qu'on renonce à l'adjectif noir pour l'adjectif coloré. Et vous avez ici les trois personnages fondamentaux, évidemment, de la fondation du NAACP. Moorfield Story, à gauche, qui était le président. Mary Ovington, qui sera la grande personnalité qui affirmera une fois de plus le lien entre la libération des femmes et la libération des Noirs. Et puis E.B. Du Bois, que vous voyez bien sûr à droite. Et c'est le NAACP, c'est le National Association for the Advancement of Colored People, qui finalement obtiendra en 1954 la fameuse décision de la Cour suprême qui s'appelle Brown versus Topeka Board of Education, Kansas. Brown contre les autorités éducatives de la ville de Topeka dans le Kansas. Et vous voyez que ici, ce qui est dit, c'est « we conclude », nous concluons. Ça, c'est la décision de la Cour suprême, hein, toujours motivée. Une fois que la Cour suprême a voté, il faut que celui qui est la personne la plus importante de la majorité rédige l'opinion de la majorité. Et il faut que celui qui est la personne la plus importante de ceux qui n'ont pas voté rédige l'opinion de la minorité. En expliquant pourquoi. Ceci sert ensuite, bien sûr, pour la jurisprudence des différents tribunaux qui vont devoir appliquer ces décisions au niveau fédéral ou au niveau des États. Nous concluons donc
que dans le domaine de l'éducation publique, la doctrine de séparés mais égaux n'a pas de place, des équipements éducatifs séparés sont de manière inhérente inégaux. Donc c'est cette idée qu'on ne peut pas effectivement prétendre à maintenir un système éducatif duel, tout en affirmant que ce système éducatif est égal. Et vous le savez, le personnage qui a obtenu cette décision de la Cour suprême, c'est un membre, un avocat extrêmement brillant de la NAACP, du National Association for the Advancement of Colored People, qui s'appelait Thurgood Marshall, un des très grands Américains du XXe siècle, qui a plaidé Brown versus Topeka devant la Cour suprême, qui a obtenu la décision en faveur de la déségrégation du système éducatif, à partir de laquelle le mouvement de déségrégation générale s'est mis en place. Et Thurgood Marshall, vous le voyez à gauche, quand il a été nommé juge lui-même à la Cour suprême par Lyndon Johnson. Lyndon Johnson a voulu en faire le premier juge noir de la Cour suprême, de manière à montrer qu'on avait véritablement changé de monde. Et le NAACP est une fondation de Du Bois qui a beaucoup bénéficié de Du Bois. Au moment de la création du NAACP, en 1909, Du Bois, à la fois, a fait partie des fondateurs de l'organisation et il a assumé tout de suite une position intellectuelle extrêmement importante, puisqu'il est devenu le rédacteur en chef de la revue qui s'appelle The Crisis, la crise, et j'ai volontairement rapproché deux couvertures pour vous montrer un tout petit peu le genre d'alternative qui n'a cessé de hanter la communauté noire aux États-Unis depuis pratiquement la fin de la guerre de sécession, puis, vous le savez, la période de reconstruction jusqu'au compromis de 76-77, puis la rédemption. Alors, à gauche, vous voyez, c'est très probablement effectivement un numéro d'hiver, février 1929, et vous voyez une famille noire dont on voit bien qu'elle aspire au statut d'une intégration dans la bourgeoisie américaine. Et il existe, si vous avez beaucoup voyagé ou séjourné aux États-Unis, il existe à l'intérieur des zones urbaines réservées à la communauté noire, il existe des sous-séparations. La communauté noire est souvent séparée de la communauté blanche, mais à l'intérieur de cette communauté noire, il y a des sous-séparations entre ce qu'il est convenu d'appeler black bourgeoisie, la bourgeoisie noire, qui peut être extrêmement riche et mener et avoir un train de vie qui se rapproche énormément, pour ne pas dire est le même que celui de la très haute bourgeoisie blanche, mais qui vit entre elles. Et puis, évidemment, une classe défavorisée noire. Et vous voyez que la couverture de gauche représente effectivement ce rêve d'une partie de la communauté noire d'intégrer cette bourgeoisie noire et ainsi peut-être d'intégrer une sorte de bourgeoisie déségrégée, ce qui n'a jamais vraiment été totalement le cas, même si, bien sûr, des gens comme Condoleezza Rice, par exemple, représentent, mais vous l'aurez remarqué, c'est au niveau effectivement politique, c'est un geste évidemment aussi vis-à-vis de la communauté noire. Et puis alors au contraire, sur la droite, vous voyez une couverture de The Crisis de 1933, au moment de la crise bien sûr, dans lequel on retrouve un homme et une femme noirs qui donnent l'impression d'être en fuite, comme ces fameux esclaves fugitifs qui étaient hébergés sur ce qu'on appelait the Underground Railroad, le chemin de fer souterrain, sorte de système de relais qui permettait aux esclaves fugitifs de partir des États esclavagistes du Sud pour remonter d'abord jusqu'au nord de l'Hudson, puis après le compromis de 1850 jusqu'au Canada. Et vous voyez qu'apparaît dans les annonces des articles à trouver à l'intérieur, évidemment, Karl Marx and the Negro, l'idée qui va se développer ensuite chez une partie des intellectuels noirs, c'est-à-dire qu'il y a superposition entre le prolétariat économique et industriel de Marx et le prolétariat racial des États-Unis, et qu'en fait, le plus prolétaire de tous les prolétariats, ce sont évidemment les Noirs aux États-Unis. Alors, je voudrais terminer simplement en parlant un tout petit peu d'un phénomène qui est un phénomène absolument fondamental dans l'histoire américaine de la fin du 19e et du début du 20e, c'est ce qu'il est convenu d'appeler « the Great Migration », la grande migration. Et cette grande migration, elle va entraîner des centaines de milliers,
voire des millions de Noirs du sud des États-Unis vers, évidemment, les grandes zones industrielles du Nord. Bon. Tout cela parce que, pour plusieurs raisons. Ces raisons, alors voilà, vous avez une photo ici qui vous est donnée, effectivement, d'une gare du Sud, où les familles noires se sont rassemblées pendant pratiquement, depuis la fin 19e jusqu'à pratiquement la fin de la Première Guerre mondiale, avec une interruption pendant la Première Guerre mondiale, mais régulièrement, tous les jours, toutes les semaines, des familles entières quittaient le Sud pour essayer d'aller trouver des conditions de vie meilleures vers le Nord. Et si vous voulez, ce qui, pour l'homme blanc, avait été l'irrésistible migration de l'Est vers l'Ouest, puisque l'Ouest était le lieu de la promesse, hein, le lieu où, par son travail, on pourrait s'affranchir de toute servitude et devenir autonome économiquement, socialement égal et politiquement libre. Ici, pour les Noirs, le mouvement n'était plus un mouvement Est-Ouest, mais un mouvement Sud-Nord. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles cette grande migration a eu lieu? Grande migration qui a fait l'objet d'une série de tableaux tout à fait remarquables par un peintre africain-américain qui s'appelle Jacob Lawrence, et qui est une série qui se compose de pratiquement 100 ou 110 tableaux, qui raconte l'histoire de la Grande Migration. Et c'est très intéressant de voir que parmi les collectionneurs américains les plus importants du XXe siècle, collectionneurs qui se situent non pas à l'époque de Paul Durand-Ruel, c'est-à-dire fin 19e, début 20e, mais dans l'entre-deux-guerres, il s'agit pour ceux d'entre vous qui connaissent Washington de la très belle collection Phillips, collection rassemblée par Duncan Phillips et sa femme Marjorie. Ils ont acheté massivement des œuvres de Jacob Lawrence et jusqu'à présent, je crois, la seule fois où un musée aux États-Unis a présenté des expositions thématiques uniquement sur The Great Migration de Jacob Lawrence, c'est effectivement la collection Phillips, bien sûr, qui a fait cela. Et vous avez ici une évocation, vous voyez, Chicago, New York, Saint-Louis, ces sortes d'entrées de quais de gare vers lesquelles les communautés noires du Sud se déplacent massivement. Alors, première raison, évidemment, de la migration, la réforme agraire n'a jamais été faite. C'est-à-dire qu'on avait promis que le prix à payer pour le Sud de sa trahison et de son geste sacrilège de dissolution de l'Union, la sécession, ce serait une réforme agraire imposée militairement par le Nord. Or, je vous ai expliqué que l'occupation militaire du Nord, commencée en 1865, s'est terminée avec le compromis de 76-77, qui a permis à un républicain d'être élu effectivement contre un démocrate. Ce républicain, vous le savez, Rutherford B. Hayes, a été élu avec la complicité des démocrates du Sud qui ont préféré à la Chambre des représentants s'abstenir plutôt que de voter en faveur de Samuel Tilden, le candidat démocrate new-yorkais. Les troupes du Nord ont été à ce moment-là retirées. C'était une des conditions imposées par l'élite des démocrates du Sud pour qu'ils s'abstiennent et fassent ainsi passer à la présidence des États-Unis Hayes. Et donc, effectivement, l'absence de troupes au Sud a différé, sine die, et a en fait rendu complètement obsolète le projet de réforme agraire qui consistait à donner à chaque affranchi, à chaque ancien esclave noir affranchi, la formule était 40 acres and a mule, 40 acres, c'est-à-dire pas tout à fait 20 hectares, et une mule. Donc l'idée serait été de morceler les grandes plantations d'avant antebellum, d'avant la guerre de sécession, et de répartir les plantations ainsi morcelées entre les affranchis et de leur donner en plus une mule. Cette réforme agraire n'a jamais été faite, et donc, comme on le voit très souvent dans des nouvelles ou dans des romans de Faulkner, en fait, les anciens esclaves noirs affranchis n'ont pas trouvé d'endroit où aller gagner leur vie, sinon en étant domestiques salariés et à de très faibles salaires, aux endroits où ils avaient été esclaves sans salaire. Dans toutes les sagas faulkneriennes, celle des Snopes en particulier, on retrouve ça de manière très évidente. La deuxième chose qui est très grave, évidemment, c'est que de 1892 à 1920, et ça existe encore de manière évidemment beaucoup plus limitée parce que le progrès scientifique a permis d'en éviter la diffusion systématique. En 1892, venant effectivement du Mexique, le charançon est entré dans le sud des États-Unis. Et le charançon a commencé à dévaster, comme ça vous est indiqué ici avec un certain nombre de lignes que nous n'allons pas commenter, l'objectif n'est pas du tout de faire ça, mais sachez qu'à partir de 1892, le charançon entre dans les champs de coton du Texas, il atteint l'Alabama en 1920,
1909 et il occupe la totalité des territoires plantés en coton à partir de 1920. Des études du ministère de l'Agriculture américain montrent que très probablement l'Amérique, depuis l'arrivée du charançon, a perdu environ 15 milliards de dollars de recettes agricoles depuis 1892 à cause effectivement de la présence du charançon. À cela s'est ajoutée la violence marquée par le lynchage dont nous avons eu l'occasion de parler à partir, effectivement, vous savez, de ce qu'on appelait les Jim Crow Laws, cette idée qu'il y avait de manière non écrite, il y avait de manière écrite des choses, en particulier pour empêcher les Noirs de voter, la clause du grand-père, la clause, effectivement, de l'illettrisme, mais il y avait tout ce code de comportement qui faisait que, en aucun cas, un Noir ne pouvait même regarder une femme blanche dans la rue. Si une femme blanche dans la rue dénonçait un Noir comme l'ayant regardé de manière agressive et effectivement impure, ce Noir pouvait être arrêté, mis en prison. Le problème étant que dans la nuit, des gangs de la White League ou du Ku Klux Klan venaient effectivement briser les portes de la prison, emmenaient le prisonnier, le pendaient et brûlaient son corps ensuite, comme vous le voyez ici. Donc cette sorte de pérennisation d'une violence raciale terrible a aussi été une des causes du départ. Et vous voyez qu'ici, on montre dans cette caricature, évidemment, un Noir lynché en haut à droite et ce Noir lynché montré suggère évidemment aux Noirs du Sud que le seul moyen de se sauver, c'est de partir vers le Nord. Et vous avez ici une photographie qui montre, alors comme assez souvent dans les réunions du NAACP, dans les photographies du NAACP, photographies officielles, il ne faut jamais qu'il n'y ait que des Noirs. Il faut toujours qu'il y ait au moins un blanc pour bien montrer que c'est une association qui fonctionne, bien sûr, avec des présences noires, mais aussi avec, évidemment, des présences blanches. Et le personnage que vous voyez à droite, le moustachu, c'est celui dont je vous ai parlé, qui est un personnage très très important, puisqu'il s'appelle Thurgood Marshall, et je vous ai déjà expliqué que, extrêmement brillant avocat, c'est lui qui a défendu les intérêts du NAACP devant la Cour suprême, ce qui a conduit à la fameuse décision Brown versus Topeka Board of Education, Kansas, qui a permis le démantèlement progressif de la ségrégation en expliquant que dans le domaine de l'éducation, une organisation séparée mais égale signifie en fait séparée et donc inégale, et que la ségrégation a été démantelée progressivement à partir de 1954. Je n'ai pas rapporté ici le très joli tableau qui représente, vous savez, cette petite fille noire que l'on est en train d'emmener à l'école entre des shérifs assermentés, petite fille noire qui marche devant un mur sur lequel on a jeté effectivement des tomates, des immondices, etc. Et qui témoigne de la difficulté. L'une d'entre vous venait me reparler à l'instant des événements terribles de septembre 62, quand vous savez, James Meredith, un jeune noir, a été accompagné par la garde nationale jusqu'à l'intérieur de ce qu'on appelle Ole Miss, c'est-à-dire l'ancienne université du Mississippi, qui n'avait jamais vu d'étudiants noirs en son sein. C'était l'université, c'était l'alma mater de William Faulkner, bien sûr. Et cette université du Mississippi a, par ses étudiants, opposé un refus extrêmement violent à l'intégration qui a conduit à l'effusion de sang, à des batailles rangées entre les étudiants et la garde nationale, la conduite des étudiants étant largement couverte par le gouverneur du Mississippi. D'où l'idée que vous avez, cette idée de stamp out Mississippiism, c'est-à-dire qu'il faudrait évidemment stamp out, éradiquer, éliminer tout ce qui est ce fonctionnement type Mississippi dans les États du Sud profond. Vous savez que les États du Sud profond, c'est ceux qui n'ont de frontières qu'avec un autre État qui a été esclavagiste. Ceux qui ont des frontières avec des États qui n'étaient pas esclavagistes s'appellent les border states, mais le Sud profond, c'est évidemment le lieu, le noyau dur de la ségrégation. Et vous voyez que quand cet été, il y a eu ces fameuses émeutes de Ferguson, Missouri, qui ont été ensuite relayées par des émeutes dans d'autres villes américaines, en particulier à New York, on s'aperçoit que, qu'on le veuille ou non, le problème noir n'est toujours pas réglé. Quand Lincoln, dans son deuxième discours inaugural en 1865, après qu'il ait gagné sa deuxième élection en 64, quand Lincoln a dit « Et si malheureusement Dieu veut que chaque lambeau de chair arraché par un fouet soit payé de larmes de sang », c'est vrai que d'une certaine
certaine manière, il y a une malédiction qui pèse sur l'identité américaine et qui est liée effectivement au thème de l'esclavage et de la difficulté à éradiquer les conséquences. Et voilà. Alors, cette grande migration, elle s'est accompagnée de choses absolument terribles, comme par exemple la grande émeute de Saint-Louis en 1917. La grande émeute de Saint-Louis en 1917 qui a vu des bandes armées de blancs non sudistes envahir les premiers quartiers noirs organisés par la Grande Migration et effectivement des séries de lynchages, d'attaques extrêmement violentes contre des individus, de poursuites à travers les rues, etc. Et ceci, c'est la grande manifestation organisée par Du Bois qui a eu lieu effectivement sur la 42e rue et la 5e avenue en 1917 pour organiser véritablement une protestation contre les horreurs de Saint-Louis en 1917. Mais ces horreurs de Saint-Louis en 1917, vous voyez, ça c'est toutes les émeutes raciales et tous les lynchages de ce qu'on a appelé l'été rouge. Alors l'été rouge, c'est l'été de 1919. Et pourquoi il y a l'été rouge de 1919? Parce que comme l'a écrit Fitzgerald dans son admirable nouvelle qui s'appelle 1er mai, May Day, c'est une nouvelle absolument superbe de Fitzgerald, le gros problème, ça a été que n'oubliez pas que la première guerre américaine dans laquelle les Noirs ont vraiment participé de manière un peu massive, c'est la guerre de 14-18. Que quand, évidemment, la guerre de 14-18 a été terminée, les soldats ont été démobilisés. Quand ils ont été démobilisés, ils sont rentrés et ils ont demandé à être accueillis sur le marché du travail. Et inévitablement, évidemment, la main-d'œuvre noire est venue offrir une concurrence que, évidemment, la main-d'œuvre blanche a trouvé déloyale, parce que les Noirs, pour survivre, étaient prêts à accepter, évidemment, des conditions salariales bien inférieures à celles des Blancs, et les Noirs n'étaient pas syndiqués. Et vous avez ici, vous voyez, c'est assez extraordinaire, la caricature que vous avez sur la gauche est terrible, hein, puisque vous voyez un syndicaliste blanc, le poing fermé, qui s'apprête effectivement à se battre avec un Noir sur la droite, et vous voyez que l'objet, évidemment, de la lutte, c'est pay envelope, c'est-à-dire, effectivement, l'enveloppe de la paix, hein, avec le signe du dollar dessus. Et c'est clair, si vous voulez, que... Alors, c'est un peu, évidemment, effarant à dire, mais c'est clair que le fer de lance du racisme du Nord dans les années qui ont suivi immédiatement la guerre de 14-18, c'est le mouvement syndical américain, qui est un mouvement syndical dans son immense majorité non marxiste et non trotskiste, hein, ça c'est clair. Il faudrait avoir beaucoup plus de temps que je n'en ai pour expliquer les subtilités idéologiques du mouvement syndical américain. Mais d'une certaine façon, il n'est pas niable, je crois qu'aucun historien ne peut le nier, que souvent les Noirs ont été victimes de ce qu'on peut appeler, si vous voulez, en utilisant un mot créé pour d'autres circonstances, ils ont été victimes de ratonnades, et de ratonnades qui ont largement été, sinon organisées, au moins soutenues en sous-main par tout l'aspect officiel de... Et alors, évidemment... Je me suis permis de rapporter ça, vous n'êtes pas obligé de penser que c'est très pertinent. Et vous voyez, je pense qu'il faut se méfier des éléments de paranoïa collective qui sont absolument terrifiants. Et vous voyez, regardez ça, hein, c'est quelque chose qui a été effectivement diffusé dans un certain nombre d'États du Sud après le retour des vétérans américains. C'est curieux que des gens qui soient allés effectivement défendre la liberté sur les champs de bataille français aient pu faire l'objet de ce genre de propagande. Les Noirs ont décidé de tuer tous les Blancs, hein. Le massacre devait commencer avec 21 hommes particulièrement importants comme première victime. Ça ne fait que commencer, était leur mot de passe. Les Noirs se sont armés, ils ont l'intention de tuer tout Blanc quand ils le verront. Et effectivement, le complot a été, Dieu merci, révélé. Donc vous voyez, cette théorie du complot, je pense que vous savez tous, ne serait-ce qu'en écoutant la radio, que diverses théories du complot, souvent opposées les unes aux autres, circulent en ce moment. Et c'est vrai que dans les périodes où une société, souvent parce que économiquement elle n'est pas sûre d'elle-même, dans les périodes où une société s'abandonne effectivement à des fantasmes paranoïaques, on peut déboucher sur des choses effectivement très graves. Et vous voyez ici une famille de Chicago, une famille noire, qui est obligée de déménager, parce que si vous regardez sa maison derrière, sa maison a été effectivement victime d'une action punitive de la part de hooligans blancs. Les fenêtres, vous le voyez, sont cassées, la maison a été probablement dévastée à l'intérieur et la famille est obligée de partir. Et
J'ai voulu terminer ce bref passage par Jacob Lawrence à nouveau. Ceci fait partie, c'est une des toiles qui constitue la série de la Grande Migration, où on voit que malheureusement parvenus au nord, les Noirs ont retrouvé le même type de séparation que celle qui marquait effectivement leur vie dans le sud. Alors vous le savez, c'est Marcus Garvey, qui est un personnage important du mouvement noir américain, sur lequel nous n'allons pas nous attarder maintenant, qui a toujours été considéré par Nelson Mandela comme un de ses pères spirituels et comme un des hommes qui l'avait inspiré. Garvey a mené un double combat qui était évidemment la libération de l'Afrique noire du colonialisme européen et de toutes les formes de colonialisme, et puis bien sûr l'idée que, comme cela avait été suggéré avant le milieu du XIXe siècle, les Noirs américains devraient commencer à quitter systématiquement les États-Unis et à réintégrer l'Afrique, qui était leur seule patrie. Alors, évidemment, Dubois a toujours, que vous voyez ici au milieu, Dubois a toujours résisté à cette tentation. Il a dit quelque part que le seul élément essentiel de sa vie, c'était une dualité entre être américain et être noir, et que ce qui avait fait pour lui finalement la passion de sa vie et ce qui avait rendu sa vie à la fois douloureuse mais en même temps passionnante, c'était la tentative, peut-être désespérée mais essentielle, de réconcilier le fait d'être américain et le fait d'être noir. Et quand en 1951, il a été convoqué devant la commission du Congrès pour activité anti-américaine présidée par le sénateur McCarthy, il a décidé à partir de ce moment-là que les choses étaient allées trop loin et il a effectivement, alors là je crois pour lui ça a été un déchirement total puisque ça correspondait au fait qu'il avait d'une certaine manière, il n'avait pas réussi ce qui était l'ambition de sa vie, c'est-à-dire de réconcilier d'une certaine manière la négritude et l'américanité. Il a décidé de quitter définitivement les États-Unis et il est allé s'installer en Afrique où il a vécu jusqu'à sa mort. Donc vous voyez, c'est assez douloureux de penser que cet homme qui a été encore une fois le premier noir américain à soutenir un PhD à l'université de Harvard, qui a été véritablement dans l'avant-garde non violente mais intellectuellement évidemment très aiguisée, très affûtée du mouvement noir américain, que au moment où l'Amérique a sombré dans cette paranoïa collective dans laquelle elle peut toujours sombrer, ça n'est jamais impossible pour l'Amérique, elle y sombre si vous voulez en 1692 au moment des sorcières de Salem. C'est pas pour rien que pendant le McCarthyisme, Arthur Miller est allé chercher cet épisode des sorcières de Salem pour parler indirectement du McCarthyisme en écrivant effectivement The Crucible, qui a été traduit en français par les sorcières de Salem et qui avait fait l'objet d'un film assez remarquable avec Simone Signoret et Yves Montand. Cette idée que l'Amérique se voit comme une sorte de terre promise, se voit comme une sorte de nouvel Éden, se voit comme une sorte de nouvelle Jérusalem, et que quand évidemment l'utopie tourne autour d'un phénomène de pureté, inévitablement une société qui se veut pure a tendance à repousser à l'extérieur les impurs, et elle a tendance à chercher de manière systématique ceux qui à l'intérieur d'elle-même ont pactisé avec l'impureté extérieure pour pouvoir effectivement les éliminer et se rassurer sur sa propre pureté. Alors, vous vous souvenez de cette photographie qui représente le lien entre, à droite, Booker T. Washington, ce leader noir très important qui avait voulu d'une certaine manière passer un pacte avec l'élite blanche du Sud en leur disant « nous vous laissons la responsabilité politique, permettez-nous d'accéder à une responsabilité économique jusqu'à des niveaux de maîtrise et d'encadrement, même si nous ne réclamerons jamais une possibilité de diriger des entreprises ». Donc Booker T. Washington, qui a été l'une des figures de détestation de E.B. Du Bois, parce que Du Bois lui refusait justement d'avoir limité les ambitions de l'homme noir et de ne pas avoir réconcilié le désir de réussite individuelle des self-made men américains et la négritude. Du Bois a toujours été d'une parfaite cohérence dans ses idées et très probablement Roosevelt était le seul homme qui aurait pu à l'époque faire ça en provoquant évidemment dans le Sud une vague de répulsion et de condamnation, mais en faisant accepter ce geste d'une invitation d'un leader noir à dîner à la Maison-Blanche par à peu près le reste de l'Amérique.